et bienvenue au professeur Tarek Ramadan. Donc nous avons le plaisir de l'accueillir et nous le remercions vraiment d'avoir accepté notre invitation. Tarek Ramadan est professeur en études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford et directeur du CIL, Centre de recherche pour la législation islamique et l'éthique à Doha. C'est pour la 3e fois qu'il vient dans notre centre. C'est un moment important pour nos cœurs, notre réflexion, pour nous qui vivons en Suisse et plus largement dans les sociétés européennes. Depuis plus de 20 ans, il est un homme au service d'un message, comme il dit lui-même. Il est à la base d'un courant de pensée. Les musulmans d'Europe et d'Occident doivent devenir des acteurs au sein de leur société, des citoyens à part entière et responsables. Ils participent à leur société politiquement, socialement et sortent des murs des mosquées. Si son discours a pu secouer les premières générations, il rassemble les jeunes qui aujourd'hui sont tous des gens d'ici et qui ont besoin d'être musulmans dans une société qui est la leur, mais une société qui a du mal quelquefois avec l'islam. C'est ce que nous cherchons également dans ce centre, ce vivre ensemble, que nous concrétisons par nos rencontres vers l'autre, quel qu'il soit. Des rencontres dans l'interreligieux, des rencontres communales, des rencontres avec notre voisinage et tous ceux qui peuvent nous aider à la compréhension de la société dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, le thème choisi est 2 ans de printemps, arabe et après. Ce sujet peut paraître loin de nos sociétés, mais il participe de cette responsabilité que nous avons par rapport aux pays du Sud, une responsabilité qui comprend la connaissance, la compréhension et l'action. Cela participe de l'éthique dont parle notre professeur Tarek Ramadan. D'autre part, le réveil arabe n'est pas sans conséquence pour nous les musulmans européens et occidentaux. Nous espérons que Dieu nous accorde avec Tarek Ramadan un rendez-vous annuel ici dans notre centre. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أخواتي والإخوة أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je crois que ça devient... C'est la 3e fois que je viens, c'est la 3e fois que je vous prie de m'excuser. J'ai pris l'habitude, vous le savez, d'arriver en avance. Donc mes excuses pour cela, vraiment cette fois-ci c'est moi qui conduisais, donc il n'y a personne d'autre que d'autres responsable que moi-même. Donc, merci infiniment encore de cette invitation ici pour la 3e fois, et encore une fois, toujours aussi impressionné par votre présence. Et comme il a été dit dans l'introduction, je crois que si le sujet c'est 2 ans après le printemps arabe et quoi après, que peut-on dire et penser de ce qui viendra après, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de faire le lien entre ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, la réflexion qui est nécessaire, et en même temps en quoi ceci doit nous pousser, nous, ici en Occident, plus spécifiquement en Europe, pour ce qui vous concerne en Suisse, et ici dans le canton de Vaud, à essayer d'avoir une réflexion qui nous responsabilise, et en même temps qui tiennent compte de toutes les conséquences de ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient est un moment historique particulièrement important. C'est un moment historique particulièrement important parce que ce que nous avons pensé pendant un moment, ce qui a été mis en évidence dans les analyses, dont j'ai très vite dit, elles sont trop vite optimistes. Elle célèbre trop vite quelque chose que l'on n'a pas étudié. Elle accepte trop vite des termes que l'on n'a pas choisis. Elle reconnaît trop vite des dynamiques qui n'ont pas été comprises
quant à ce qu'on savait avant et quant à ce qu'on a su et analysé pendant que les choses se passaient. Et ce que ça nous renvoie à nous, puisque effectivement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que nous soyons des sujets, des citoyens sujets de notre histoire, et que non pas que nous soyons les jouets de l'histoire des autres ou les objets de la perception d'autrui, mais qu'on devienne vraiment des sujets de notre histoire. C'est effectivement de faire un travail d'analyse, d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, et en quoi ceci aussi est important dans notre analyse des faits. Alors, en guise d'introduction, 3 points. Parce que malheureusement, j'ai fait un certain nombre de conférences avant, au tout début du printemps arabe, puisque j'écrivais un livre, et le livre s'appelle Le Réveil arabe. À titre simplement d'introduction et préliminaire, je n'utilise pas le concept de printemps et je n'utilise pas la référence à des révolutions. D'abord parce que nous ne savons pas si la révolution est, ou si ces processus révolutionnaires, comme on les appelle, sont des processus inachevés ou déjà échoués. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, que je n'utilise pas non plus, c'est la notion de printemps. Parce que très vite, quand j'en suis venu à l'analyse de ce que l'on savait, mais que les médias ne disaient pas, de ce qui était connu par ceux qui analysaient, qui n'était pas révélé, eh bien, ce sont des termes, le terme de printemps ne vient pas de nulle part. En fait, le terme printemps vient de l'expérience de l'Europe de l'Est. Les révolutions européennes, les révolutions populaires, le printemps européen a été pris et placé au Moyen-Orient très très rapidement, et on a célébré ceci de façon parfois inconsidérée. Et donc, la première des choses, les premières choses que j'ai dites très vite sont, en guise d'introduction, ce que j'aimerais marquer. La première, c'est que dans tout ce qui était connu auparavant, dans tout ce que l'on savait auparavant, je prenais une position intellectuelle que j'appelais du fait d'être prudemment optimiste. Prudemment optimiste, c'est optimiste quant aux potentialités, prudent quant à l'analyse des faits. Beaucoup trop de choses ne nous ont pas été dites, beaucoup trop de choses n'ont pas été étudiées, et beaucoup trop de choses ont été acceptées très rapidement. Donc, une disposition intellectuelle qui est de dire les dictatures tombent, c'est bien, il faut être optimiste quant à ce qui va suivre les dictatures, mais il faut être prudent quant à ce qui a lancé les dynamiques, ce qui a développé ces dynamiques-là, et qui a fait de ce point de vue-là qu'on est à considérer les choses de façon tout à fait prudente. Deuxième des choses qui venait aussi de l'analyse que j'avais faite de ces processus que j'appelle, pour ce qui me concerne, des soulèvements et en même temps un réveil. Deux choses pour moi me paraissent importantes. C'est qu'il y a vraiment un réveil parce que pour les populations du Moyen-Orient, il y a quelque chose de véritablement essentiel qui s'est passé en termes de prise de conscience. Il est possible dans la mobilisation des peuples, avec le courage des peuples, de faire tomber des dictateurs. Cela, c'est une chose qui était importante parce que c'était la seule région du monde, le Moyen-Orient, où pendant les toutes dernières décennies, rien ne bougeait. L'Amérique du Sud a bougé, l'Afrique a bougé, l'Asie a bougé, le Moyen-Orient, rien ne bougeait. Et rien ne bougeait parce que les dictatures étaient présentes, parce que, pour 3 considérations. La première des choses, c'est que les dictatures étaient présentes et permettaient, de ce point de vue-là, de stabiliser la région. Et ce que l'on sait, c'est que tous ceux aujourd'hui qui en Occident, en termes de gouvernement, pas en termes populaires, mais en termes de gouvernement, qui ont célébré la démocratisation, tous ces gouvernements-là ont tous été les alliés objectifs des dictatures qui les ont précédés. Sans exception. C'est-à-dire pratiquement tous les gouvernements européens, les États-Unis, n'ont eu aucun état d'âme à soutenir les pires dictatures, que ce soit celle de Moubarak, que ce soit celle de Sadat auparavant, que ce soit celle de Ben Ali,
que ce soit celle à géométrie variable de Kadhafi, qui a été mise au banc de la société, puis ensuite réintégrée une année et demie plus tard, avec une conditionnalité de sa réintégration, c'était aussi de suspendre quelque chose qu'on n'a pas suffisamment étudié, c'est le début de ses relations avec la Chine. Donc, toutes ces dictatures-là ont été soutenues. Donc, la dictature permettait la stabilité régionale. C'était un des paramètres. Le deuxième des paramètres était celui, je me souviens en l'occurrence d'une discussion que j'avais eue avec un des conseillers du département d'État américain. C'était les conseillers du département d'État américain sont assez surprenants. Ils sont souvent jeunes, mais extrêmement au fait des chiffres et des perspectives. Il me disait, Monsieur Ramadan, vous ne dites rien de nouveau quand vous dites que les trois choses qui sont importantes au Moyen-Orient pour les États-Unis sont 1. La sécurité, en d'autres termes la stabilité, la sécurité par l'intermédiaire, déléguer la stabilité politique à un dictateur qui met de l'ordre dans son pays, torture ou pas, on s'en fiche, mais il met de l'ordre, c'est-à-dire il tient le peuple. Deuxième élément, après la sécurité, le pétrole. Et donc vous avez des dictatures qui sont des dictatures qui tiennent le pétrole, qui financent et aident au financement et aident à la géostratégie régionale. Eh bien, vous avez ceci avec les pétromonarchies et autres, donc le pétrole. Et le troisième élément, il le dit comme ça. Il dit 1. La sécurité. 2. Le pétrole. 3. Israël. Voilà les trois éléments qui intéressent au Moyen-Orient les États-Unis. Et il a le mérite de la clarté. Nous, on a juste le mérite d'avoir à comprendre ceci. C'est l'analyse des faits. C'est une réalité, ça. Et donc, à un moment donné, ces dictatures, eh bien, elles sont présentes, elles stabilisent, et ce qui est en train de se passer, c'est que ces dictatures qui ont été soutenues, tout à coup, on a des gouvernements qui célèbrent la démocratisation. Et la clé de la question, elle est particulièrement importante. Comment se fait-il que des gouvernements en Occident, qui ont pendant des années soutenu les dictatures de la stabilité, se prononcent aujourd'hui dans le soutien des peuples vers la démocratisation, de certains peuples, pas les pétromonarchies. La couverture de la répression du Bahreïn a totalement été marginale par rapport à la couverture de l'Égypte, de la Tunisie, du Yémen, de la Syrie après coup, et après 8 mois. Parce qu'il faut quand même vous rappeler que pendant 8 mois, les États-Unis, comme l'Europe, a demandé à Bachar el-Assad de réformer son régime, non pas de partir. En fait, on le sait aujourd'hui, il ne s'en cache pas, parce qu'il ne pouvait pas faire confiance à l'opposition, il n'y avait personne avec qui parler dans l'opposition, puisque ceux qui étaient à la tête de cette opposition étaient essentiellement des gens qui ne leur étaient pas favorables, et en particulier, en l'occurrence, les frères musulmans syriens, qui étaient l'instrument clé de l'organisation de cette opposition. Et à un moment donné, pendant 8 mois, les administrations européennes et américaines ont cherché à établir ce qui a été fait en Libye d'une certaine façon, essayer d'établir une plateforme de l'opposition pour pouvoir s'appuyer sur elle au moment de la transition. Et donc ici, ce qui est important, c'est de comprendre dans le processus, dans cette analyse-là du printemps arabe, c'est qu'est-ce qui s'est passé aussi qui a fait que ceux qui ont soutenu les dictatures, eh bien, d'un autre côté, aujourd'hui, soutiennent la démocratisation. Et pourquoi? Ma thèse par rapport à cela, celle que je défends dans le livre et qui, malheureusement, 2 ans plus tard, ce que je disais dans cet ouvrage se confirme être juste et confirmé par les faits. C'est-à-dire que notre analyse strictement politique est une erreur. La question n'est pas politique. Ni les États-Unis, ni l'Europe, ni la Chine, ni la Russie ne s'intéressent à la démocratie dans le monde arabe. Ils s'intéressent à 2 choses essentielles: la préservation des intérêts géostratégiques et économiques. Toute lecture politique qui ne tient pas compte des réalités économiques régionales
est une lecture amputée, optimiste politiquement, totalement dans la déroute économique. Si vous n'entrez pas ces paramètres-là, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient est beaucoup moins clair que ce qu'on a pu penser à un moment donné. Moi-même, à un moment donné, je pensais que la Tunisie se dirigeait, c'est le pays qui se dirigeait le plus vite vers la transition démocratique. Et vous apercevez aujourd'hui que des éléments internes comme des éléments externes sont en train de jouer sur la déstabilisation politique. Mais la déstabilisation politique avec l'assistanat et le fait qu'aujourd'hui la Tunisie est une économie assistée. C'est-à-dire il n'a pas moyen, le gouvernement et l'alliance, la Troïka, au pouvoir n'a pas les moyens économiques de sortir le pays de cette assistance. Et donc là, on s'aperçoit qu'il faut faire attention. L'analyse en termes politiques est une analyse réductrice. Il faut regarder les choses de façon beaucoup plus large. Et donc ça, c'est le deuxième élément sur lequel je voulais insister. Un, la prudence quant aux faits. La deuxième des choses, observer de façon beaucoup plus globale la réalité du Moyen-Orient. Et la troisième des choses, c'est de se rendre compte qu'il y a un pays qui est un laboratoire tout à fait singulier, sur lequel nous n'avons pas fait suffisamment d'analyse. Souvenez-vous, nous sommes en 2002, puis nous sommes en 2003. On nous annonce qu'à la suite de septembre 2001, il va y avoir des interventions militaires dans deux dimensions, ou dans deux sens. Le premier, on nous annonce après septembre 2001, intervention en Afghanistan. Or, en fait, aujourd'hui, on a des rapports, et on les avait eus très tôt d'ailleurs, en avril 2001, des documents du département d'État américain qui mettent en évidence que les États-Unis se préparent à intervenir en Afghanistan. Donc l'idée que l'intervention en Afghanistan est après le 11 septembre, c'est pas du tout vrai. L'idée a précédé. L'instrumentalisation du fait du 11 septembre pour justifier l'intervention et la présence est un fait avéré. Ce qui est le plus important, c'est que ça n'a rien à voir avec la vengeance quant à ce qui aurait été fait le 11 septembre aux États-Unis. L'Afghanistan, ce n'est pas une question politique. C'est une question de ressources minières en gaz, en pétrole et en lithium. Tous les portables que vous avez dans cette salle ne pourraient pas être performants sans une de ces ressources qui est le lithium, qui est une formidable nécessité aujourd'hui. Et bien c'est là que ça se passe. Vous remarquerez d'ailleurs, à titre d'information, je l'ai dit aux États-Unis, donc je le dirai à prix. C'est quand même étonnant que ces terroristes réussissent toujours à se placer exactement là où il y a les ressources minières les plus riches et les plus nécessaires du monde. Soit ils ont un deuxième sens ou un sixième, soit il y a quelque chose de pas clair dans cette affaire. Et ma position est claire, c'est que c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Et donc vous avez cette situation en Afghanistan, mais ce que nous n'avons pas étudié, c'est la question irakienne. 2003, George W. Bush dit l'intervention en Irak, et d'ailleurs il faut le savoir, la position en Irak, aujourd'hui on le sait, c'est connu de tous, la position en Irak des États-Unis, l'intervention irakienne, américaine et britannique, auquel il faut le savoir, le journaliste britannique, quand il écrit tous ses articles pour The Independent, dont son nom m'échappe, ça va revenir. Comment s'appelle ce journaliste? Fisk, voilà, Robert Fisk. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'intervention en Irak, elle n'a rien à voir avec les armes de destruction massive. Ça, c'est un mensonge. Même Colin Powell, on le sait qu'au moment où il sort de la salle des Nations Unies, où il présente la preuve, il rentre dans la salle où il retrouve son team, les gens qui sont avec lui, et il lance la dose, là, ce qu'il a présenté, l'échantillon. Il disait, mais qu'est-ce que c'est? Et je ne vais même pas vous dire le mot, c'est une insulte. Il a menti. Il a menti publiquement.
Et George W. Bush dit en 2003, c'est le début de la démocratisation du Moyen-Orient. Et comme c'était George W. Bush, on ne l'a pas pris au sérieux. C'était lui. Le problème, c'est que nous sommes totalement dans l'erreur si nous confondons l'administration américaine avec les symboles. George W. Bush n'était pas particulièrement intelligent. Et on ne prenait pas tellement au sérieux ce qui était très efficace, c'est son administration. Barack Obama est particulièrement intelligent. C'est un esprit brillant. Et il nous a donné des espérances sur des transformations. Mais ces espérances, quant à l'homme, ne disaient rien sur le caractère cynique du système qui l'emploie. Le cynisme de l'administration américaine est beaucoup plus puissant. Tout ce qu'il nous a dit, je vais fermer Guantanamo, je veux dire, la situation. Vous savez que l'usage des drones par l'administration américaine, vous savez ce que c'est qu'un drone? C'est-à-dire c'est un appareil sans pilote qui peut être piloté depuis la Californie au-dessus du Yémen et qui tire sur des civils. Ça a été multiplié par 7 sous l'administration Obama. Par 7, c'est-à-dire il a multiplié ce qui se faisait avant lui. Il nous a annoncé que Guantanamo serait fermé, Guantanamo demeure. Les enfermements, ce qu'on appelle les enfermements préventifs, c'est-à-dire vous êtes allé sur un site internet, vous êtes allé voir ce qui pouvait se passer sur les sites terroristes, vous pouvez être mis à l'arrêt en enfermement exclusif, c'est-à-dire solitaire. Vous savez ce que c'est qu'un enfermement solitaire? Vous n'avez pas de nuit, vous n'avez pas de jour, il y a de la lumière 24 heures sur 24 et vous êtes seul dans une cellule. Les psychologues disent, après 2 semaines, vous avez perdu le sens du temps et vous êtes en danger psychologique. Il y en a qui restent 4 ans. Sous qui? Sous Obama. Parce que l'homme a le verbe et l'administration a la politique. Et donc, aujourd'hui, Bush nous avait annoncé début du processus de démocratisation. Et ce début du processus de démocratisation, eh bien, en fait, on s'aperçoit en amont qu'il y a eu effectivement un soutien, et un soutien par des institutions. Alors, encore une fois, si vous allez sur les sites et que vous allez étudier Freedom House ou que vous allez étudier Albert Einstein Institute, toutes ces institutions-là sont des institutions qui traînent les cyberdissidents à développer la mobilisation non violente pour la démocratisation. Exemple que vous n'avez pas étudié, eh bien vous ne l'avez sans doute pas étudié, c'est le fait de comment est tombé Milosevic en Serbie. C'est un travail par l'usage de tous les réseaux sociaux sur Internet et de la mobilisation. Alors, encore une fois, comprenez-moi bien, je ne dis pas que l'administration américaine et les administrations européennes ont manipulé tout ceci. Ce que je dis, c'est que pousser les peuples vers les mobilisations de la démocratisation est un fait avéré aujourd'hui. Serge Popovic, celui qui est à la responsable de la mobilisation en Serbie, le dit. J'ai fait une émission avec lui à Dubaï sur un canal. Il me dit oui, bien sûr, on était impliqués. Moi, je prends aucune position. Je ne suis pas islamiste. Moi, je suis juste démocrate. Et quand je lui ai posé la question, est-ce qu'il est vrai que celui qui vous a entraîné est un ancien de l'armée américaine? Il me dit oui, c'est vrai, mais il était à la retraite. Je dis bonne nouvelle. Donc en l'occurrence, il faut qu'on soit très prudent sur ces choses-là parce que l'Irak va nous révéler beaucoup de choses. Analyser l'Irak. Intervention américaine en Irak, changement, Saddam Hussein tombe, et on met en place un processus politique extrêmement fragile. Ce que vous entendez, ce qui est en train de se passer en Irak aujourd'hui, tension sectaire, chiite-sunnite, chiite-sunnite-kurde, chiite-sunnite-kurde nord contre sud, un processus politique, une structure politique extrêmement fragile, qui fait qu'en fait, aujourd'hui, vous avez une petite élite qui est dans la zone de green zone, c'est-à-dire la zone verte, protégée militairement, et le pays, aujourd'hui, régulièrement, on ne le dit plus dans les médias parce que c'est devenu tellement habituel que c'est plus médiatique, eh bien il y a des assassinats, il y a des attentats, il y a récemment 10 personnes, 17 personnes, 50 personnes qui meurent. C'est le lot quotidien d'un pays déstabilisé politiquement. Déstabilisé politiquement, mais avec une petite structure politique derrière une constitution et qui protège. Qu'est-ce qui est protégé en Irak aujourd'hui? Pas du tout la structure politique, mais
la ressource pétrolière. Et vous vous trouvez devant un pays qui est extrêmement fragile politiquement, mais qui produit économiquement. Et qui produit économiquement pour qui? Qui aujourd'hui a, pratiquement le monopole de la reconstruction du pays, le monopole de la distribution pétrolière? Ce sont des agences, américaines, britanniques. Ce que je disais par rapport à l'intervention en Irak, c'est que Robert Fisk disait « Vous vous trompez si vous pensez que c'est une intervention uniquement américano-britannique ». Il met en évidence, parmi les conseillers de ceux qui ont poussé à cette intervention-là, il y avait bien entendu les conseillers militaires israéliens. Déstabiliser le pays, faire tomber le dictateur et mettre le pays dans une situation de déstabilisation politique et de récupération économique. Bon, vous voulez d'autres exemples? Maintenant, on va les prendre, un après. Vous passez maintenant en Libye. Kadhafi est tombé. Kadhafi, une année avant de tomber, dit effectivement aux Américains et aux Européens, c'est pour ça qu'ils l'ont fait rentrer dans la cour de la normalisation, eh bien il dit, à partir mon entreprise d'État, qui s'occupait de l'ENI, qui s'occupait du pétrole, eh bien il commence à développer des contrats avec la Chine. Des contrats avec la Chine et des contrats avec la Russie. Les deux pays qui ont tout perdu en Libye grâce à une résolution des Nations Unies qui disait une zone d'exclusion aérienne, qui a été utilisée par l'OTAN pour intervenir. Kadhafi tombe, l'accord avec la Chine tombe, l'accord avec la Russie est arrêté, remise en état du pays par qui? Entreprise américaine, entreprise britannique, entreprise française, entreprise qatari, entreprise turque, et le pétrole est sous la mainmise de ces agences internationales, multinationales, européennes. Un pays déstabilisé politiquement et qui revient économiquement dans le giron américano-européen. C'est la Libye, et on est dans le même scénario que l'Irak. Regardez maintenant l'Égypte et regardez la Tunisie, quelque chose de tout à fait particulier. Transfert politique, on observe et on voit quoi? On voit des choses tout à fait singulières. Tout à coup, l'arrivée sur le terrain de gens dont on ne pensait pas qu'ils allaient arriver sur le terrain, comme les salafis politisés. C'est une affaire de 15 ans. Les salafs, avant, n'étaient pas politiques. Ils étaient littéralistes et ils refusaient la politique. Ils vous disaient « Ati'urullah wa ati'ur rasoul wa ulil amri minkum » Obéissez à Dieu, à son prophète as-salam, et à ceux qui ont l'autorité. Et quand l'autorité, elle est même chez un dictateur, eh bien on le suit. Et ils avaient des hadiths pour le dire et le verset pour le rappeler. Et tout à coup, ils entrent dans une intervention politique destinée à déstabiliser le pays. Ils déstabilisent l'Égypte. Par des choses bêtes, hein. Vous êtes en pleine séance du Parlement, et vous avez un homme qui se lève, ça commence comme ça. Un homme qui se lève et commence à faire l'appel à la prière dans le Parlement. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça paraît stupide, mais c'est tellement important. Il fait l'appel à la prière, et d'autres lui disent, mais attends, on est dans le Parlement, tu ne vas pas faire l'appel à la prière ici, il y a l'appel à la prière. Et il commence à discuter la légitimité religieuse de ceux à qui il s'oppose. Les littéralistes contre les réformistes, les salafs contre les frères musulmans, les salafs contre les Nahda. Et un jeu qui est interne et externe. Rand Corporation annonce que juste avant les élections en Égypte, 80 milliards de dollars sont versés par des organisations qataries et saoudiennes dans le jeu politique égyptien. C'est-à-dire qu'Al Jazeera, qui soutient le processus de démocratisation, en poussant le peuple, trouve par la même source de là où vient la couverture médiatique des organisations religieuses qui vont financer ceux qui vont déstabiliser tout le processus. Vous me suivez? C'est complexe, c'est le but. C'est le but. Le but, c'est cette déstabilisation. Et qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? L'Égypte, totalement déstabilisée à une institution près. Une institution près. Derrière, dessous chaque ministère, vous avez à l'heure actuelle dans le gouvernement civil égyptien, c'est-à-dire celui qui est sous l'autorité d'un président issu du Parti de la Liberté et de Justice, issu des frères musulmans, eh bien vous avez l'armée. Et quand on dit l'armée en Égypte, on ne parle pas de la sécurité, on parle de 60% du secteur économique sous leur autorité.
et l'obligation pour l'Égypte de faire trois choses. De revenir à la Banque mondiale, de revenir au Fonds monétaire international, parce que c'est une économie totalement... D'abord, elle est corrompue, elle est complètement sous assistance. Et la troisième des choses, vous voulez l'argent, le soutien de la Banque mondiale, vous voulez des ajustements structurels du Fonds monétaire international, tout ça c'est bien, mais il y a des conditions. Et l'une des conditions, quelle est-elle? Vous n'intervenez pas sur les accords de paix israélo-arabes. C'est pire que ça. Des tunnels qui permettaient d'apporter de la nourriture aux gens de Gaza vont être couverts. Parce que c'est pour ça où votre projet politique au pouvoir va vous étouffer. Vous allez gagner les élections et perdre votre crédibilité. De la même façon, vous vous trouvez aujourd'hui en Tunisie et vous apercevez que la Tunisie ne peut pas s'en sortir sans les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international en termes économiques. C'est-à-dire la transition politique ne veut rien dire. Vous pouvez même avoir l'impression que ceux qui ont gagné sont en train de perdre. Ça vous dit rien, ça? Ça peut vous dire d'autres choses aussi en termes politiques dans la région, mais je ne vais pas passer mon temps à vous dire ça. C'est simplement ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous dire, 2 ans après ce qu'on appelle le printemps arabe, ça demande de chacun d'entre nous de dire, cessons d'être naïfs, faisons un pas en arrière et commençons à comprendre qu'il ne faut pas, dans les processus qui sont les nôtres, nous engager dans l'émotivité. Et ça veut dire aussi, c'est ce que je dis dans le livre et que je n'arrête pas de répéter, je suis allé en Tunisie récemment, et en Tunisie, c'est extrêmement difficile d'avoir une discussion rationnelle. Pas parce qu'ils sont tunisiens, un peu quand même. Je plaisante. C'est pas possible, pourquoi? Parce que vous êtes en phase de polarisation. Vous avez des laïcs, dont certains c'est des fondamentalistes, dont le but c'est pas que le pays s'en sorte, c'est que les autres aient tort et qu'ils échouent. Et d'un autre côté, vous avez ceux qui essayent de composer. Alors vous avez le mouvement de Mansur Marzouki, le Congrès, puis vous avez Takato, puis il y en a qui essayent mais qui se rendent compte que c'est extrêmement difficile, donc on pousse dans un autre sens. Et puis vous avez le mouvement salafi, dont le seul but c'est de montrer que c'est la seule référence islamique et de systématiquement revenir avec la littéralité. Et donc nous, à quoi ça nous amène ici, c'est à comprendre que le but c'est une déstabilisation. Et que cette déstabilisation fait quand vous arrivez en Tunisie, vous voulez avoir un débat raisonnable sur les priorités, ben c'est pas possible. Le but, c'est de savoir comment est-ce qu'on va vous mettre soit dans un camp, soit dans l'autre, soit vous faire tomber dans un piège. En Égypte, c'est encore pire aujourd'hui. Jamais autant que ces 2 derniers mois, je n'ai reçu de l'Égypte autant d'invitations à venir dans les médias pour venir m'exprimer sur la situation. Pour plein de raisons. Le symbole du petit-fils de, qui viendrait dire que c'est pas totalement ça, donc on l'utiliserait, et les gens sont, de ce point de vue-là, dans la manipulation constante. On n'est pas du tout dans un projet politique de démocratisation et de transparence, mais de manipulation politique dans un sens et dans un autre. Ajoutez à cela, aujourd'hui, le 3e facteur de déstabilisation en Syrie, qui est celui de la Syrie, avec des positions de principe qu'il faut mettre en évidence. Bachar el-Assad est un dictateur, son père était un dictateur, il faut prendre des positions claires par rapport à ça. D'un autre côté, vous vous apercevez que pour ceux qui soutiennent l'opposition, il y a dans l'opposition des tendances qui sont contradictoires et une utilisation des uns des autres. Certains leur donnent des armes, d'autres veulent utiliser leur représentation idéologique. Et donc on est aujourd'hui en Syrie devant une situation, moi je suis devenu très cynique dans l'analyse des faits. Aujourd'hui et pour un certain temps, la situation du conflit local syrien sert tous les intérêts américains, européens, chinois et russes. Et ma position aujourd'hui sur cette analyse-là, c'est qu'ils sont d'accord de ne pas être d'accord. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, au département d'État américain, conflit de petite intensité.
de basse intensité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un conflit de basse intensité? C'est un conflit qui est dans les limites d'un État, qui ne va pas déborder, mais qui déstabilise l'État et qui donne la possibilité à ses partenaires de dépenser pour les armes, de pouvoir utiliser dans le danger que ça représente pour les autres des intérêts géostratégiques et d'avoir des ressources pétrolières. Pourquoi? Parce que les voisins ont peur. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une déstabilisation en Syrie, un projet qui va permettre quelque chose d'encore beaucoup plus profond. Plus le conflit dure en Syrie, plus la division entre chiites et sunnites, l'axe Iran, Liban, Syrie est en train de se construire, et de l'autre côté, les pays sunnites et majoritairement les pays du Golfe. Donc on a une division. Le Moyen-Orient est divisé de façon sectaire. Quand vous voyez tout ceci, vous dites, un, c'est complexe, et vous avez raison. Deux, il faut faire très très attention, et c'est là où il faut être moins optimiste qu'on l'a été, à mon sens, et faire un pas en arrière. Et c'est là, maintenant, où vous, citoyens suisses, dont la majorité ici, vous êtes de confession musulmane, certains d'entre vous, vous ne l'êtes pas, mais ça nous demande aujourd'hui un vrai travail, c'est-à-dire, il faut faire attention. Il faut faire attention sur trois choses, et c'est là que j'aimerais vous responsabiliser. La première des choses, c'est de faire attention sur notre façon de considérer émotivement ces choses-là et de les considérer très très profondément. La première des choses, elle vient de l'analyse que l'on doit faire de ce qu'on appelle les processus de démocratisation. Souvenez-vous, au début de ces mouvements populaires, il n'y avait absolument aucune référence directe à l'islam. C'était des femmes et des hommes. Et Shah, Yurid, Srat al-Nizam, le peuple veut la fin. En Tunisie, c'était dégage. C'était des gens qui transcendaient les appartenances religieuses, mais qui voulaient justice, dignité et liberté. Ça, c'est vrai, ce sont des faits avérés. C'était ni spécifiquement islamique, ni une tendance idéologique. Mais il y a un élément qui était important. Et en Occident, on observait ceci, c'est-à-dire, tiens, des Arabes de confession musulmane sont en train de célébrer les mêmes valeurs que nous. Ça a été dit. De dire, quand même, ils ont l'air normaux. Et ça a été relevé comme ça. Pour ensuite se retourner contre, on dit, vous voyez, il y a quand même un problème. Je veux dire, ceux qui sont normaux pour faire tomber un dictateur, finalement finissent par voter anormalement, puisqu'ils vont voter pour des islamistes. Mais ça s'était déjà passé à Gaza et dans les territoires occupés. Quand il y a eu l'élection de Hamas, elle dit le peuple a mal voté, on va punir le peuple. Mais on l'a dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple, il a été puni. La réalité, c'est que le peuple, il a été puni. Tout le peuple palestinien a été puni. D'avoir exercé un droit démocratique. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'il soit sur la liste des pays, des organisations terroristes en Occident, aux États-Unis et en Europe. Et en 2000, je crois que c'était en 2006, quand il y a eu, 2008 ou 2006, je ne sais plus, il y a eu une délégation qui partait en Chine, et les Chinois ont appelé l'élu du Hamas. Ce qui a été un scandale pour les Américains, comment pouvez-vous faire venir des terroristes? Et les Chinois leur répondent, nous, on fait venir les élus. Ils ont été élus, on les fait venir. Et donc là, il faut que vous compreniez bien une chose, c'est que l'intervention massive de la Chine au Moyen-Orient est un très très grand danger pour la politique israélienne. Parce que les relations de d'Israël avec les États-Unis n'ont rien à voir avec ce que ce pourrait être avec la Chine. La Chine a des relations économiques avec Israël, mais en termes d'idéologie, ils n'ont pas du tout le même soutien, ils n'ont pas du tout ces lobbies, il n'y a pas de AIPAC, il n'y a pas du tout ça. Mais ici, ce qu'on doit considérer, c'est toute cette réflexion sur la démocratie, se dire, en fait, les populations se soulèvent et demandent à ce que tombent les dictatures, et ça c'est une réalité. Et de l'autre côté, ces populations-là, il fallait le dire, et il faut le dire avec force, c'est que ces populations qui se sont soulevées pour la démocratisation, c'est-à-dire l'état de droit,
contre la dictature pour plus de justice et de dignité, ils ne l'ont pas fait en oubliant l'islam, mais à partir de leurs référents musulmans. Ça reste et des musulmans, et en Égypte des Coptes, et des gens qui sont aussi de différentes appartenances religieuses. Mais il faut mettre ceci en évidence, parce que ceci, c'est un élément qui est à la source de tout ceci. Et en même temps, nous, quand on observe ce qui est en train de se passer, parce que souvent ce qui a été posé, c'est « Et vous maintenant ici, musulmans de Suisse, ou Suisses de confession musulmane, ou résidents en Suisse, eh bien, quel est votre rapport à la démocratie? Est-ce qu'il faut, de ce point de vue-là, que le processus au Moyen-Orient suive le processus occidental? Et c'est là où il faut être très clair dans notre analyse, c'est que la demande de liberté, de dignité dans le monde arabe aujourd'hui est un fait avéré, au moment même où se passent en Occident des situations quant à la démocratie qui nous mettent tous en danger. Les démocraties occidentales sont en danger de populisme, sont en danger de manipulation, sont en danger de mainmise de technocrates qui ne sont pas du tout démocrates. Regardez ce qui s'est passé en Grèce, regardez ce qui s'est passé en Espagne, regardez ce qui s'est passé en Italie. Vous avez tout à coup des gens qui viennent, et à un moment donné d'ailleurs le Premier ministre tunisien a voulu faire de même en Tunisie. En l'occurrence, ce sont des gens qui parfois viennent, ne sont pas élus par les peuples, mais travaillent dans l'équilibre et dans la volonté de protéger des intérêts économiques ou de faire face à la crise. C'est plus du tout des situations strictement démocratiques. Ajoutez à cela les processus de populisme que nous avons. Alors hier, je faisais une conférence à Genève sur cette question-là, disant qu'il faut faire très attention, nous tous, nous sommes en danger, toutes nos démocraties sont en danger quand le populisme s'installe et qu'on est mu par l'émotion. Donc on a une vraie question à se poser, nous, aujourd'hui, quand on parle de processus de démocratisation, on parle de processus politiques, qui sont des processus politiques où les citoyens de la société civile sont des sujets, et ces sujets, de leur histoire, ils votent, ils peuvent choisir leurs électeurs, mais pour que le processus démocratique arrive à son terme, il faut absolument prendre en compte d'autres critères. Et c'est là où 2 ans après le printemps arabe, ou ce qu'on appelle le printemps arabe, que je n'appelle pas ainsi, 2 ans plus tard, il faut qu'on fasse une analyse très très sérieuse de ces choses-là. Faites attention à ces droits politiques que l'on vous donne quand un certain nombre d'autres droits vous sont retirés. Et c'est là où il faut qu'on pose une vraie question par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous écoutez ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, dans le conflit de pouvoir, ce qui se passe en Tunisie dans le conflit de pouvoir, la déstabilisation en Irak, le désordre qu'il y a au Yémen, les conflits de pouvoir qu'il peut y avoir jusqu'en Jordanie. Je veux dire, encore une fois, moi, il y a des pays que je suis de très très près, comme le Maroc, et moi, on m'a dit, au plus haut niveau de l'État marocain, on m'a donné le résultat des élections avant les élections. On dit, ils vont gagner. C'est pas on m'a dit peut-être, on m'a dit, ils vont gagner, c'est eux. Et ils ont gagné. C'est un peu comme Sarkozy, quand il nous a dit qu'il allait gagner les élections pour le culte musulman. Il y a des choses qui, de ce point de vue-là, sont des jeux politiques. Et c'est là où, quand vous rentrez dans ce débat-là, si vous êtes et vous défendez les principes qu'on peut avoir, nous, en tant que musulmans, et que tout esprit démocrate, parce qu'encore une fois, moi, je pose ceci comme un élément clair, dans la tradition musulmane, il y a 6 principes que l'on défend, et qui sont, de ce point de vue-là, en ligne avec tout ce qu'est le projet de démocratisation. 1. L'état de droit. 2. La citoyenneté égalitaire. 3. Le suffrage universel. 4. Le mandat, ce qu'on appelle en anglais accountability, c'est-à-dire que vous revenez. 5. Vous revenez vers le peuple, c'est-à-dire que vous êtes élu pour un temps, vous n'êtes pas élu à vie. Le 5e élément, c'est la séparation des pouvoirs, le judiciaire, le légal et l'exécutif. Et puis, la séparation des autorités, c'est-à-dire que même dans la tradition musulmane, ce n'est pas un alim qui va imposer les éléments de ses fatwas. Non, l'État, il est lié à la shura, c'est-à-dire un processus qui va du bas en haut.
C'est-à-dire qu'il y a un processus d'élection qu'on choisit dans la dimension majoritaire. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a aucun problème. Mais là où c'est le plus important, c'est que l'on comprenne bien aujourd'hui que dans toutes les discussions sur la démocratie, vous êtes en train de faire face aujourd'hui aux crises des idéologies et que ce qu'il faut, c'est considérer tous les autres éléments. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut permettre à des sociétés au Moyen-Orient de passer de la discussion sur les structures politiques de la démocratie à l'accomplissement d'un projet de transparence? Eh bien, c'est de poser les vraies questions. La première des questions, elle est celle-ci. Elle est, qu'est-ce qui doit être fait pour mettre un terme à la corruption? Ce qui mine les sociétés, c'est la corruption, aujourd'hui. Et quand vous allez en Afrique, vous pouvez, moi j'étais en Afrique, j'étais au Sénégal récemment, c'est un continent que je visite énormément. Alors on peut s'asseoir, on dit de toute façon, l'Occident, Bush, Obama, tous les mêmes, tous des mauvais. Et ensuite vous arrivez et vous dites, bon d'accord, on va oublier Bush, on va oublier Obama, on va oublier Blair, on va oublier Cameron, on va tous les oublier. On va parler de nous. Mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à là-bas pour se rendre compte que la corruption, elle ne vient pas de Washington, la corruption, elle vient de là. La corruption, les principaux responsables de la corruption africaine, de la corruption arabe, de la corruption en Tunisie, de la corruption en Égypte, ce n'est pas les Américains. Ce n'est pas les autres, c'est nous. Et nous, on aime bien, on regarde les États-Unis, tous des corrompus. On arrive à l'aéroport, puis on donne un peu pour passer. Vous connaissez ça, on fait ça. Tous des corrompus, mais passe-moi quand même, je veux dire. Ah oui, mais le proverbe est vrai. Qui vole un œuf, vole un boeuf. Et ça, le manquement, il n'y a pas de démocratie possible, il n'y a pas de transparence. Vous pouvez parler de tous les principes islamiques, de la shura, du processus. S'il n'y a pas d'éthique de la transparence, du citoyen à l'État, eh bien, oubliez le reste. Tout le reste, c'est que du prétexte. La corruption est un élément, elle est fondamentale. Mais nous aussi, ici, quand vous êtes un citoyen suisse de confession musulmane, ça commence aussi ici. La corruption, elle est de quel type? La corruption, elle est financière, mais elle est intellectuelle aussi. Il y a des gens qui sont corrompus intellectuellement. Vous en connaissez, non? Des gens qui vendent ce que nous sommes, et l'islam et tout ça, c'est de la corruption. En termes intellectuels, pour utiliser des termes qui font référence parfois au physique, c'est de la prostitution intellectuelle. Vous ne pouvez pas rentrer dans un processus de dignité, de libération, si vous n'êtes pas de ce point de vue-là. Et le monde musulman aujourd'hui, des musulmans suisses de confession musulmane, aux musulmans tunisiens, aux musulmans dans tout le monde arabe, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est des femmes et des hommes qui se lèvent contre la corruption et toutes les formes de prostitution intellectuelle et financière. C'est ça dont nous avons besoin. Mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut du courage. Mais il y en a qui sont très bien avec du courage, loin du problème. Donc là, c'est un premier élément, c'est comment on fait. Et ça veut dire aussi qu'après, dans un travail contre la corruption, vous ne pouvez pas travailler contre la corruption si vous n'êtes pas dans l'information, c'est-à-dire si vous ne vous éduquez pas à savoir ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui vendent et il y a des gens qui se vendent. Et dans le monde musulman aujourd'hui, au Moyen-Orient, tous ces processus de démocratisation ne mèneront à rien si, à un moment donné, il n'y a pas un vrai travail de lutte contre la corruption. Deuxième élément qui est important, sur lequel nous tous, nous devons travailler, mais vous voyez comment maintenant, c'est ça que je voulais. Moi, je ne voulais pas faire une conférence, vous êtes assis, vous voyez ça très loin, vous dites le monde arabe et ça n'a rien à voir avec nous, parce que les choses sont liées aujourd'hui. La deuxième chose qui manque dans le débat, vous allez aujourd'hui, encore une fois, moi quand j'étais en Tunisie ou quand je vais en Afrique, il y a des éléments dont on ne discute jamais. Vous voulez des processus qui vont aller vers une société où on parle, ce que vous avez dit, des sujets. C'est quoi un sujet? C'est quelqu'un qui pense, quelqu'un qui a le courage de penser et qui a le courage de s'exprimer. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui pense? C'est quelqu'un qui a été éduqué à penser et qui peut penser seul et de façon autonome. Il n'y a pas d'avenir dans le monde arabe pour la libération politique et la libération des consciences si nous ne révisons pas les systèmes d'éducation.
Parce que les systèmes d'éducation que nous avons, c'est un, très sélectif, et deux, c'est de l'appris par cœur. Répète ce que je dis, et si tu le répètes bien, tu passes. Très sélectif dans la répétition, et extrêmement fermé quant à un processus de débat démocratique. Alors nous, on était contents, on dit « Ah, Al Jazeera nous a donné ça ». Et on n'a même pas été regardé. Moi, vous savez, quand il y a 10 ans de ça, je disais « Faites attention à cette chaîne ». Il y a d'autres intérêts politiques, on me disait, mais qu'est-ce que c'est la chaîne où on peut débattre? On peut débattre, ça dépend comment. Je veux dire, moi, vous ne m'expliquerez jamais suffisamment pourquoi, pendant 10 ans, chaque fois qu'il y avait une vidéo qui était horrible du point de vue de sa substance, elle passait sur cette chaîne. Pourquoi il fallait le montrer? Pourquoi les vidéos qui venaient de ceux qui étaient les plus violents et qui avaient le discours devaient passer par ce canal-là? Pourquoi? À quoi servait? Vous savez, il y a dans l'animosité des alliances objectives. Des alliances objectives, c'est-à-dire pouvoir être une chaîne qui présente ce dont votre ennemi a besoin, vous pouvez le devenir, ou votre apparent ennemi en a besoin. Enfin, je vais vous donner une petite équation quand même. La première base américaine qui a permis d'intervenir en Irak est au Qatar. Et la chaîne qui montrait toutes les vidéos de celui qui était l'ennemi public numéro 1 était au Qatar. Vous suivez? C'est simple comme équation, mais ça vous pose des questions. Sur qui joue quoi? Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Je ne vais pas être honnête, mais ma question aujourd'hui, elle est celle-ci. Elle est qu'aujourd'hui, vous allez en Tunisie, vous allez en Égypte, vous allez dans le monde arabe, on parle de démocratisation, et Fawra, et tout ceci, tout ça c'est bien. Quels sont les projets en termes de réforme de l'éducation qui commenceraient maintenant, parce que c'est de ça dont on parle. Et vous, aujourd'hui, vous êtes en Suisse, et vous êtes des citoyens ou des résidents suisses, certains d'entre vous de confession musulmane. Quel est votre rapport à l'éducation? Est-ce que vous êtes vraiment, finalement, vous, Suisses, dans des conditions qui sont 1000 fois plus favorables que les Tunisiens, que les Algériens, que les Africains, que tous ceux au Moyen-Orient? Est-ce que vous êtes en train de vous éduquer, d'éduquer vos enfants à devenir des sujets de leur histoire, ou simplement avoir des diplômes et à être de bons Suisses intégrés, salaire à l'appui? Ah, bonne question. Ça, c'est une vraie question. Parce que les choses sont liées. À partir d'un certain moment, c'est se poser des vraies questions, des priorités de ce que l'on veut. Si on ne tient pas compte de ça, si on ne comprend pas qu'il ne suffit pas d'avoir des structures soi-disant démocratiques pour développer un processus de libération. Au bout du compte, moi j'aimerais vous poser une question. Vous comprenez comment l'islam? L'islam, c'est quoi? C'est simplement une religion où on a les 5 piliers. Attention, l'islam, l'essentiel de l'islam, c'est quoi? C'est le tawhid, n'est-ce pas? C'est l'axe. La ilaha illallah. Et la ilaha illallah, ça a pour but quoi? Qu'est-ce que c'est la ilaha illallah? C'est deux choses. Se libérer de tout ce qui n'est pas lui, donc c'est un processus de libération. Et pour qu'on se libère de tout ce qui n'est pas lui, c'est un processus de résistance. Et par processus de résistance vis-à-vis de quoi? De mon propre ego, de mes propres passions, de mes propres erreurs. Donc, la ilaha illallah, c'est il n'y a que lui, et parce qu'il n'y a que lui, je me libère de tout ce qui n'est pas lui, en résistant à tout ce qui pourrait m'empêcher d'aller vers lui. N'est-ce pas? C'est ça l'islam. Et une éducation, c'est ça. C'est-à-dire, attention à votre rapport au pouvoir, attention à votre rapport à l'argent, attention à votre rapport à votre ego, libérez-vous. Devenir un sujet, c'est devenir se libérer de soi. Toutes les traditions spirituelles disent ça. Tout ça, c'est notre message. Et si nous sommes des êtres humains qui avons apporté quelque chose dans le débat international aujourd'hui, c'est pas de venir avec son passeport suisse, de dire je suis suisse et je suis musulman et je suis Jean. Tout le monde aurait cru, toi tu n'es pas là pour convertir les gens. Toi tu es là pour leur rappeler la dignité humaine. Toi tu n'es pas là pour les surveiller, tu es juste là pour leur rappeler, mais quoi? Des processus qui sont des processus de libération. Et cette libération, elle passe par quoi? Par l'éducation. Et l'éducation, c'est un vrai système que l'on peut se dire, qu'est-ce qu'on veut? Donc vous avez des écoles où vos enfants, ils vont avoir des diplômes. Oui, il faut qu'ils puissent avoir des diplômes. Mais il faut ajouter à
l'acquisition des diplômes, la libération de l'esprit. Faites-en des sujets. Et ça veut dire que par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, par rapport à ce qui se passe ici, des gens qui sont un peu éveillés, qui ne sont pas un tout petit peu pris par leur passion. Mais qu'est-ce que c'est le hawa? Le hawa, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment de suivre ses émotions, de suivre ses passions. De là, c'est la révolution en Égypte. Mais assieds-toi, s'il te plaît. C'est la non. Il y a des gens qui se lèvent, mais doucement, analyse ce qui est en train de se passer. Analyse ce qui est en train de se passer. Le pire, je ne savais pas nos chats, mais ça c'est vrai. Vraiment, dans notre façon d'être même optimiste par rapport à des choses justes, sans avoir l'analyse. C'est pour ça qu'il faut qu'on analyse les choses. Souvenez-vous toujours qu'au moment de sauver sa vie, le prophète, avant de quitter la Mecque pour aller à Médine, c'est 2 ans de planification. Il a raison? Oui. Il est soutenu par Dieu? Oui. Il est dans la vérité? Oui. Il vit avec les hommes? Oui. Et avec les hommes, il planifie. Il réfléchit. Et il réfléchit à ce à quoi ils vont réfléchir. Il va quitter la Mecque pour aller à Médine. Eux, ils pensent par le nord et lui, il passe par le sud. C'est pas? Il pense qu'il va y aller directement, il va s'arrêter en route. Et avec toute cette planification de 2 ans, sa liberté, sa force, c'est quoi? La hawla wa la quwwata illa billah, parce qu'il va être sauvé par une toile d'araignée. 2 ans de planification, et tout ça, c'est rien. Et ça vient de quoi, ça? Ça s'appelle comment, ça? C'est de l'éducation spirituelle. Fais tout ce que tu veux avec ton esprit, puis ensuite tu t'en remets à celui qui peut. Cette éducation spirituelle, elle vient aussi d'un rapport à l'éducation, et j'aimerais que vous compreniez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde musulman, dans les sociétés majoritairement musulmanes, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une révolution intellectuelle, une révolution éducationnelle, une révolution culturelle, qu'on arrête d'être dans cette espèce de perception comme ceci émotive. Le grand problème des Arabes, c'est qu'ils sont arabes. Je suis arabe, hein? C'est pour ça que je peux le dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont arabes? Ils sont émotifs. Parmi eux, certains plus que d'autres. Nous, les Égyptiens, on est bien, mais d'autres sont... Les Algériens, c'est... Vous connaissez l'histoire, bro. Celui qui dit, oui, nous, avec les Arabes, je suis bien, juste avec les Algériens. Puis il y en a un qui dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, pour ça, exactement pour ça. On est comme ça. On est comme ça, c'est pour ça. C'est vrai, il y a une dimension d'impulsivité comme ça, d'être impulsif. Et dans le monde arabe, mais le monde africain d'un point de vue général. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer. Par exemple, là maintenant, dans toute la zone africaine, des gens maintenant qui de plus en plus sont en train de passer partout dans le monde musulman, ils font des ruqya. Tout le temps. T'as un problème? Ruqya. T'arrives pas à parler à ton ami? Vous savez ce que ça veut dire, ça? Vous savez ce que ça veut dire quand on a ma femme ou mon mari? Vous savez ce que ça veut dire? La superstition, c'est quoi? La superstition, c'est la voie de la déresponsabilisation. C'est le contraire de l'éducation. C'est qu'il y a quelqu'un qui est responsable ailleurs. Il y a un djinn quelque part. Tu n'arrives pas à communiquer avec ta femme ou avec ton mari? C'est le contraire de l'éducation. L'éducation a la responsabilité. Nos sociétés majoritairement musulmanes ont besoin d'éducation à la responsabilité, de liberté, de la pensée, du vrai travail. C'est pas un luxe, la critique intellectuelle. Mais quand vous êtes en Suisse, et que même en Suisse on ne fait pas ça, il y a un vrai problème. Dans nos mosquées, dans nos lieux, on n'est pas aujourd'hui équipé à penser librement, on n'ose même pas s'exprimer, il y a des choses qu'on ne dit pas. Là par exemple, on vient d'avoir un séminaire dans le centre que je dirige sur l'islam et sur la question de l'application de l'islam, de l'éthique islamique appliquée. On a eu l'art et l'islam, en se posant la question de l'art. Et on a eu des savants qui étaient là. On a 4 savants du texte et 4 savants du contexte. C'est-à-dire 4 savants qui se connaissent l'art et 4 savants qui connaissent les textes. Et un des savants du texte
il dit, mais c'est incroyable ce qu'on est en train de faire. On est en train de réduire la créativité des musulmans. Au départ, l'islam c'est l'ibaha. Qu'est-ce que ça veut dire l'ibaha en islam? Il y a 5 catégories. L'ahkam et taklifiyya, elles sont 5. Elles sont le haram, elles sont le halal d'un côté le mustahab, c'est-à-dire le préférable, de l'autre le makruh, c'est-à-dire le détestable, et celle qui est la plus grande, c'est le mubah. Mais le mubah, ça veut dire, vas-y, réfléchis. Non, nous, haram. On commence par le dernier. On commence par le dernier. Quand l'éducation commence par le dernier, c'est une pensée d'assister, de peureux, de craintif. Vous voulez vous libérer dans un processus. Les gens qui étaient avec le prophète, les compagnons, sahaba, avec le prophète, ils pensaient, ils critiquaient, ils étaient là. C'est ça qui a fait une société de gens qui étaient dignes, de gens qui regardaient l'histoire. Pas de gens qui ont peur de l'autre, qui ont peur de leur propre histoire, qui ne la construisent pas, qui la subissent. Aujourd'hui, nous sommes en crise parce que nous subissons l'histoire. Et nous pensons, c'est pas parce que, vous savez, qu'est-ce que c'est subir l'histoire? Vous pensez que vous avez fait l'histoire quand vous descendez dans la rue, que vous faites tomber un dictateur, mais ça c'est le plus facile. Descendre dans la rue puis lui dire descends, ça va. Mais quand il est parti, qu'est-ce qu'on fait? Être unis contre, c'est facile. Être unifié pour, ça c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut être éduqué. Là, il faut écouter l'autre. Là, il faut avoir... Ça, c'est la vraie éducation. 1, la lutte contre la corruption. 2, l'éducation. Et vous qui vivez en Suisse, ça doit être des priorités. Vous-même, vos enfants, votre famille, s'éduquer à la... Vous savez, la choura, c'est pas simplement dans la société, c'est dans la maison. C'est quoi dans la maison? C'est-à-dire, dis ce que tu penses. Exprime-toi. Et donc, ce travail-là, c'est un vrai travail qui nous est renvoyé 2 ans après ce qui se passe. Ça ne suffit pas de se mobiliser contre. Donc le processus éducatif. Le 3e élément sur lequel il faut beaucoup travailler, c'est notre présence. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans les sociétés majoritairement musulmanes, la présence dans les structures d'État, dans les entreprises et tout ceci, elle est extrêmement pauvre en matière de présence éthique. Elle est très très pauvre. Et donc on a... Vous savez, nous on aime bien ça, on met islamique partout. Pour nous donner l'impression que c'est bien, c'est halal. On a même des chaises islamiques. Non mais il faut quand même le faire. Faut quand même, c'est la preuve d'un complexe terrible. C'est quoi une chaise islamique? C'est quoi une science? C'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Eh bien, quand on veut mettre islamique comme ceci, c'est que nous n'avons pas la pensée des principes, nous avons juste la pensée des slogans. La pensée des principes, elle demande à ce que nous ayons loin dans les choses. Et donc ici, dans ce qui est notre présence d'un point de vue social, eh bien, statistiquement, tous les mouvements de mobilisation en Tunisie, en Algérie, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez en Syrie, vous voyez beaucoup d'hommes qui sont en train de se faire tuer. Regardez les femmes qui sont dans la rue. Les femmes ont été très 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 présentes dans ces mouvements-là. Ben, statistiquement, c'est exactement partout la même chose aujourd'hui. Les femmes, dans les processus d'éducation, dans les processus de mobilisation sociale, sont en train de devenir l'élément fort des communautés musulmanes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire là? Partout dans le monde musulman, à éducation égale, le chaînon le plus solide de la communauté musulmane est plus féminin que masculin. Et quand vous regardez votre propre famille, vous savez pourquoi. Soyons honnêtes. En termes d'éducation, en termes de famille, en termes de structure, en termes de cadrage aujourd'hui, eh bien, il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on pense à ça aujourd'hui. Il faut que l'on comprenne qu'il faut capitaliser tout ce potentiel-là, que la communauté musulmane, ça n'est pas de perdre tout un secteur de sa communauté des femmes, mais de le gagner à la structuration d'une vision et d'une vision sociale. Ça veut dire aujourd'hui, dans notre présence en Suisse, mais aussi de comprendre ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, l'impossible disparition, l'impossible projet qui n'est pas basé sur la justice sociale, sur les salaires, sur l'opportunité, tout ça, il faut y travailler. Vous entendez ce discours aujourd'hui qui vous vient de l'Égypte, de la Tunisie? Mais non. On se bat pour le pouvoir, mais on ne fait pas du pouvoir un projet social et politique. Donc aujourd'hui, on est dans une sorte... Vous savez, le populisme
ça nous touche tous de façon extrêmement grave. Mais il y a un populisme religieux aujourd'hui. Des slogans contre la présence britannique ou comme une vision de l'islam ou al-ham, c'est-à-dire l'islam est la solution. Oui, ça c'est pour mobiliser. Mais ensuite, attention, que la référence musulmane dans une société majoritairement musulmane puisse être comprise comme un élément de solution, oui, mais maintenant il faut penser son application en matière de justice sociale, en matière de présence sur le terrain, en matière de maîtrise de l'économie. Tout ceci aujourd'hui est déficitaire. Dernier élément sur lequel j'insiste beaucoup, qu'est-ce qui fait du point de vue de la démocratisation, du passage, qu'est-ce qu'il y a comme manque aujourd'hui qu'on peut voir en Moyen-Orient et dont nous verrons que nous-mêmes nous sommes traversés par le même déficit? Eh bien, c'est toute cette dimension sur laquelle on n'insiste pas suffisamment. Si vous lisez le livre L'Islam et le réveil arabe, j'avais mis 5 priorités comme étant des axes sur lesquels il fallait absolument travailler. Alors bon, il y avait la question du politique, c'est un élément dont j'ai déjà parlé, puis ensuite il y avait la question de la corruption, il y avait la question de l'éducation, il y avait la question de la justice sociale, puis un autre élément qui est déterminant. Et là, vous allez voir qu'on est exactement dans en face des mêmes défis. C'est toute la dimension culturelle. Vous êtes dans un processus de démocratisation, vous êtes pour la liberté, vous ne voulez pas de dictature, mais vous voulez une société où il y a des femmes et des hommes qui se prennent en charge. Vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de la dimension du culturel. Et la dimension du culturel, c'est la langue, c'est l'imaginaire, c'est la littérature. Tout ça fait partie de la vie. Regardez vos enfants aujourd'hui. Vous pouvez leur dire la musique haram, le cinéma haram, tout est haram. Vous pouvez leur dire ça. Ou alors vous faites comme si vous ne voyez pas. Ou alors vous mettez, vous essayez d'avoir un espèce de contrôle sur vos enfants ou sur vous-même. Aujourd'hui, un des éléments de crise du monde arabe, c'est ce déficit total d'alternatives culturelles, de vision. La langue arabe, elle est passée par pertes et profits. Nous sommes en train de la détruire dans nos systèmes d'apprentissage. Parfois, nos enfants, ils ne la parlent même pas. Troisième élément, l'élément culturel. L'élément culturel, c'est-à-dire d'aimer la littérature. Et quand on est en Suisse, il faut... Mais dans le monde arabe, les peuples qui lisent le moins, les livres qui sont le moins traduits, la langue et le monde arabe est en déficit culturel majeur. Majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les livres qui sont lus, la culture telle qu'elle est célébrée, mais comment voulez-vous faire une société du bien-être si on n'est même pas bien avec sa propre culture? S'il n'y a pas une vision? Eh bien, ceux qui sont au pouvoir, qu'ils soient laïcs ou qu'ils soient islamistes, n'importe quelle femme, n'importe quel homme aujourd'hui dans une société doit penser à l'alternative culturelle. Pourquoi? Parce que la plus grande décolonisation, elle n'est pas politique, elle est économique d'un côté et culturelle de l'autre. Je rappelais hier tout ce qu'on vous dit aujourd'hui sur comment Internet change les esprits, les mentalités, par l'anonymat et la vision des réseaux internationaux, de cette espèce de... Il y a une conspiration comme ceci, qui tous amène à une chose, c'est la déresponsabilisation. Vous savez ce qu'est une culture? Une culture dit à une femme, elle dit à un homme, deviens le sujet de ta culture en t'exprimant au nom de ta culture et avec la créativité et le génie de ta culture. Sois confiant avec ça. Moi, vous êtes où par rapport à ça, vous, aujourd'hui, ici? Ça, c'est une vraie question. Et dans le monde arabe, vous voyez que tout ceci c'est comme si ce n'était pas prioritaire. Et c'est très prioritaire. Mohamed El-Ghazali disait une chose, il disait, le cœur est toujours plein d'une chose. Toujours. Le cœur est toujours plein. Soit il est plein du tawhid, soit il est plein du shirk. Mais il est plein. Oui, il est plein de quelque chose. Alors après, il y a le mélange. Tawhid d'un côté, puis shirk. Eh bien, dans la dimension de notre rapport à la culture, il y a toujours une chose. Si nous n'avons pas une culture d'émancipation, nous aurons une culture de l'aliénation. Et là, nos destins sont liés. À vous qui vivez ici, pensez ce qui se passe dans le monde arabe, non pas simplement en termes qui a le pouvoir, mais quelles sont les priorités de l'action. Comment est-ce qu'on travaille là-dessus? Comment est-ce qu'on devient sujet? Et la première des choses que vous avez à faire ici, elle est, 1, de vous informer,
Deux, d'aussi mettre les priorités, tout ce que j'ai appelé là, la dimension de la libération intellectuelle et de la libération spirituelle et de la libération culturelle, là, ici, en Suisse, ici, à Priy, dans votre vie quotidienne, et de pouvoir établir des liens comme étant aussi des liens à votre référence islamique, Inch'Allah, ça c'est une des dimensions, mais pas exclusive. Vous avez aujourd'hui des femmes et des hommes qui ne sont pas de tradition musulmane et qui ont énormément de choses qu'ils partagent avec nous, de principes qu'ils partagent avec nous et avec lesquels nous pouvons entrer en collaboration, ici comme dans le monde majoritairement musulman. Et je termine en disant la chose suivante par rapport à toutes ces questions que nous sommes en train d'étudier au-delà de ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Et vous avez pu remarquer, j'ai mis en évidence la complexité, mis en évidence la priorité et les priorités de l'action, ce qui devrait être aujourd'hui déterminant pour nous, et de là où nous nous trouvons, de savoir quel est notre rôle. J'aimerais conclure là-dessus. La première des choses, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes ici en Suisse et on a des opportunités incroyables. Nous ne pouvons pas nous plaindre de ne pas avoir le temps, de ne pas avoir des ressources, de ne pas pouvoir nous équiper un tout petit peu intellectuellement à essayer de comprendre. Nous avons une responsabilité de l'information. Nous avons aussi une responsabilité de l'information quand les gens ne parlent pas des choses. On ne parle pas aujourd'hui du Congo où des gens sont tués. On ne parle pas de Birmanie où il y a un génocide caractérisé. On ne parle pas encore de la Palestine parce qu'on passe ça par pertes et profits. Il y a aujourd'hui des situations politiques dont on ne parle pas. Et là où vous êtes, vous devez en parler. Vous devez être les médias, les médiateurs. Les médias, ceux qui couvrent par l'information, les médiateurs, ceux qui transmettent par la médiation. Ben vous devez être tout ça à la fois. Ça, c'est aussi votre responsabilité quand vous apprenez. Je veux dire que... puis là, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu les images de Birmanie, vous avez vu les images du Bangladesh. C'est absolument terrible. Terrible ce qui se passe. Et puis si vous regardez ce qui peut se passer dans certaines contrées d'Afrique, c'est terrible. Et donc de ce point de vue, il ne faut pas se taire. Il faut être la voix de la conscience dans notre travail par rapport au monde musulman et aux sociétés majoritairement musulmanes aujourd'hui. Eh bien, il faut faire ce travail d'analyse. Il ne faut pas tomber dans ce piège des islamistes contre des laïcs. Non, il faut poser des questions beaucoup plus fondamentalement. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on veut? À quoi veut-on parvenir? Quelles sont les priorités de ce travail-là? Ne tombez pas dans ces pièges-là. Parce que le troisième des choses, il est celui de notre plus grand défi. Et notre plus grand défi, il est celui de la division. Et j'aimerais terminer par ce point-là, parce que ça aussi, ça fait partie de notre vie. Vous savez, moi je suis là, je suis invité à venir dans cette mosquée, et il se peut tout à fait que dans cette mosquée, dans ce que vous entendez, vous ne soyez pas du tout d'accord avec ce que je dis. Et ce qu'on doit, pas du tout d'accord, ou partiellement en désaccord. Il faut que nous apprenions la diversité des opinions de façon solide. Cette diversité des opinions, elle fait partie de notre compréhension de qui nous sommes aujourd'hui. Il y a dans cette salle une diversité d'opinions qui va se faire sur deux plans. L'une est apparemment plus facile à gérer que l'autre, et finalement les deux sont difficiles. On a une différence d'interprétation religieuse. Il y a dans cette salle des gens qui sont plutôt littéralistes. Ce qu'on appellera, on dit aujourd'hui des wahhabis, mais en fait des salafis. Salafis al-harfiya, et d'autres, certains les appellent al-zahiriya, puis vous avez même les salafis al-ilmiya. Vous avez ce salafisme-là, ou les salafis de cette langue. Vous avez des traditionalistes qui suivent une école. Maliki, Shafi'i, très strict de ce point de vue-là. Vous avez les réformistes, Mujaddidou. Vous avez les soufis, ceux qui sont plus mystiques. Vous avez ceux qui sont entre les deux et qui peuvent pousser vers plus de rationalisme. Il y a ceux qui sont très très liés à l'analyse politique, et strictement politique. Et puis il y a des gens qui traversent tout ceci. Nous devons comprendre en tant que musulmanes et musulmans qu'il y a une diversité d'interprétations, il faut faire avec.
ça demande de ne pas considérer que nous sommes les seuls à avoir raison. Et ça, c'est un vrai travail de dialogue interne. Nous avons besoin d'un dialogue intra-religieux. Et quand vous allez dans le monde arabe, vous vous rendez compte que c'est une catastrophe. Une catastrophe. On n'arrête pas de répéter les versets. Unissez-vous sur la piété et sur la conscience de Dieu, et la division, elle est partout. Nous n'arrivons pas à gérer notre diversité, nous sommes en division. Et la deuxième des choses, elle va venir jusqu'en Suisse maintenant. C'est que même si nous avons une diversité d'interprétations religieuses, et c'est un fait, nous allons avoir une diversité de positionnement politique. Et ça aussi, il faut le gérer. Certains d'entre vous sont plutôt à droite. J'ai même rencontré des Suisses de confession musulmane qui sont engagés dans l'UDC. J'ai rencontré des Français de confession musulmane au Front National. Ça a toujours paru bizarre, mais c'est... voilà. Des Suisses de confession musulmane au Parti Socialiste, au Parti Libéral, au Parti Radical. La même chose partout. Voilà la réalité. La réalité, c'est que même dans le monde musulman, on va avoir deux catégories de division, deux niveaux de division ou de diversité, religieuse et politique. Et qu'à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas gérer ça si vous ne faites pas un pas en arrière et que vous ne vous donnez pas l'exclusivité de la raison et du juste. Ce sont des opinions. En fait, c'est, vous savez, un moufti, un alim, quand il donne une opinion, et qu'il donne une fatwa. Qu'est-ce que c'est une fatwa? C'est une opinion légale. Il faut que nous considérions que ce que nous avons, sur le plan religieux comme sur le plan politique, ce sont des opinions. Et qu'une opinion, c'est une perception de la vérité, ça n'est pas la possession de la vérité. Et ça demande à chacun d'entre nous de le vivre quotidiennement. C'est pas parce que Allahu al-Haq et que tu crois en Allah que al-Haq c'est toi. Toi tu crois en al-Haq. Qui appartient à la vérité. La vérité ne t'appartient pas. Sur le plan religieux comme sur le plan politique, ça demande el mumara, ça veut dire la pratique de ça. De savoir prendre et donner. Et ça vient de l'éducation, mais ça vient aussi de la pratique. Vous pouvez être éduqué à la diversité, mais il faut pratiquer ça. Je vais vous poser une question. Vous êtes en Suisse, dans des conditions favorables pour ça. Avec combien de musulmanes et de musulmans d'autres compréhensions de vous avez-vous discuté durant le dernier mois? Parce que vous pouvez dire, on doit, mais moi et mes frères plus que les autres. Les musulmans sont frères et sœurs, oui, mais moi j'ai mon petit cercle de frères. Et vous connaissez que certains salafis vont même jusqu'à dire Nahnu al-firqatu al-najiyah. Nous, on est le groupe élu. Et tous les autres, marche. C'est pas grave. On va vous éduquer. La réalité, elle est celle-ci. Mais ça, c'est très sérieux cette affaire. Et ça commence ici en Suisse, parce qu'on a tous les moyens pour ça, on n'y arrive même pas quand on a tous les moyens. Essayez d'imaginer dans des sociétés où on sort de dictature, où il n'y a pas de moyens d'éducation, où c'est extrêmement difficile, où il y a la pauvreté, c'est très difficile. Mais si on n'y arrive pas là où on a les moyens, comment pouvoir critiquer ceux qui n'ont pas les moyens de cette diversité? D'un point de vue religieux, c'est important. D'un point de vue politique, c'est très important. C'est très très important. L'analyse que je viens de vous faire d'un point de vue politique, j'ai rencontré énormément de musulmanes et de musulmans, de mes interlocuteurs américains, j'étais sur Charlie Rose aux États-Unis, il me regarde, il me dit vous êtes un conspirationniste vous. Et je le reprends, je lui dis j'ai jamais dit ceci, point 1, point 2, point 3. Rentre dans le débat. Mais à un moment donné, vous imposez aussi au débat les termes de votre compréhension des choses. Où sommes-nous, nous? Où sommes-nous? Et je vais vous dire une chose, jamais une personne qui apparaît dans les médias ne protégera la communauté qui n'y est pas. Parce qu'il y en a certains qui viennent comme ça et qui disent pourquoi vous êtes aussi nombreux en fait? Parce que certains ils ont vu à la télévision, ils viennent, ils tapent sur l'épaule, ils disent mais c'est pas ça qui changera. Ce qui va changer la Suisse, ce qui va changer nos comportements, et même pas la Suisse, on n'est même pas là pour changer la Suisse, de se changer nous. Islah nafsak. C'est-à-dire, change-toi, ton intelligence, comment tu fonctionnes. Et bien ça sera dans la pratique.
Combien de musulmanes et de musulmans qui viennent d'autres horizons que les vôtres avez-vous rencontré dans le dernier mois pour dire que vous êtes ouverts et que vous avez compris ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, c'est-à-dire inna akramakum 'inda Allahi atqakum, c'est pas une question d'appartenance à ton groupe, c'est une question de piété et d'ouverture critique. Combien? Alors ça, c'est à l'intérieur de l'islam. Maintenant, en termes politiques, avec combien de gens qui ont une autre opinion politique que la vôtre? Ça, c'est plus facile. Parce que ça, nous, on est des champions. On parle de politique comme on parle de football. Ça parle, ça crie, ça... Et on pense qu'on... Non, une vraie discussion. Ben, j'aimerais vous dire que tous nous sommes embarqués dans un de ces grands moments de révolution au sens littéral, révolution intellectuelle, révolution culturelle, changer nos mentalités. Et je peux vous dire une chose, notre expérience occidentale aura un très très grand impact si nous réussissons à en tirer parti. Et les meilleurs alliés des processus démocratiques au Moyen-Orient sont en Occident. C'est nous aussi qui avons une responsabilité. Tout ce qu'on est en train de dire. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Chaque fois que je vais, ou au Maroc, ou là quand j'étais en Tunisie, ou que je vais au Moyen-Orient, ou quand je vais en Afrique, qu'est-ce qui est tellement important pour eux? C'est cette voix qui vient aussi de notre pratique et qui participe au débat. Nous sommes des acteurs de ce débat-là, Inch'Allah, et vous au premier chef. Wallahu a'lam, wa a'lam, wa ahkam, wassalamu alaikum wa rahmatullah. On va passer maintenant donc aux questions. Je propose donc On peut en prendre 3 et puis après on continue. D'accord, alors on va prendre donc 3 questions et ensuite donc le professeur répondra et ensuite on continue donc sur ce rythme. Est-ce que quelqu'un... Salam alaikum wa rahmatullah. Cher frère, je vous pose la question. J'ai connu votre papa, Inch'Allah. Puis un jour, c'est juste une anecdote. Je voyageais dans un train et je parlais avec une Israélienne qui est d'origine polonaise. Alors elle m'a dit, je ne savais pas le danger que représente pour elle. Elle m'a dit, elle ne savait pas que j'étais algérien et musulman. Elle m'a dit, celui-là, il faut le tuer. Sincèrement, mes frères, pour vous dire exactement. Et c'est la première fois que j'entends un débat. J'ai vu les débats qu'ils ont passés avec Sarkozy et tout. Mais le danger que représente Tarek Ramadan pour une société libérale démocratique, j'ai compris après que cette dame-là, elle est sioniste, parce qu'elle m'a dit que quand je lui ai posé la question, il y a eu un génocide palestinien, elle n'a pas accepté. Après, je lui ai dit que je suis musulman et que Tarek, je connais son père, et puis si vous voulez le tuer, il faut le tuer intellectuellement et vous n'y arriverez, Inch'Allah, pas. Mais ma question, mon frère, que je vais poser, c'est que tout ce que vous avez dit, on le connaît, on le sait, la plupart, on n'est pas dit. C'est que pour cette éducation, pour en arriver à éduquer, c'est ce qui manque, pour éduquer le peuple musulman ou les nations, il faut une sécurité quand même. Pour sécuriser cette éducation-là et donner un impact, il faut une société. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une armée avec lui, il avait des hommes avec lui. Et il a éduqué, c'est pas seulement parler et éduquer de ça, mais il faut avoir une armée. Aujourd'hui, l'Occident ne le laissera jamais. Ne laissera jamais ces sociétés d'avoir une émancipation, et c'est la réalité. Mais si on n'a pas une armée de dissuasion, de dire moi je n'accepte pas ces morsi ou la révolution et tout, on n'y arrivera jamais. Et actuellement, tous les acteurs qui n'acceptent pas, comme Bachar Assad, qu'on aime ou on ne l'aime pas, il n'a pas accepté les pipelines de Qatar, de l'Arabie Saoudite qui passait là-bas, géostratégie, tout ça, on le connaît. Alors c'est un jeu de ballon, nous sommes un jeu de ballon, mais c'est à la fin une puissance militaire, une puissance qui peut protéger l'éducation et produire des éléments positifs pour la société,
que ce soit sur le terme scientifique, le débat, tout ça, on n'y arrivera pas. Est-ce que je ne suis pas exactement ce que je vous remercie. D'autres questions? Salam alaikum. Ramadan, quand vous avez commencé à vous intéresser à apprendre à la vie et puis la science et puis prendre ce métier? Quel métier? Par exemple, qu'est-ce que vous me dites là? Par exemple, vous essayez de nous apprendre quelque chose. Et puis... Quand est-ce que ça a commencé? Ouais. Et surtout pourquoi? Pourquoi vous rigolez, vous? Bonjour, je suis contente d'être vous voir en face parce que je suis toujours souvent sur Internet via la télé. Bon, ce que vous appelez, ce que vous avez appelé le printemps arabe, moi je l'appelle le sommeil arabe. Parce que c'est comme les Arabes ils ont fait cette révolution-là pour dire à l'Occident, ne vous inquiétez pas, on est en train de dormir toujours, on continue à dormir. Et puis, je sais pas, ce que j'aime pas, c'est que les Arabes, ça fait des années, ils le font toujours, et ils sont toujours en train d'analyser ce qu'ils font les Américains, les Européens, et puis, mais ils n'ont jamais compris, ils ont compris ce qu'ils font, mais ils n'ont rien appris, c'est ça le grave, c'est quand on comprend la leçon, mais on n'a rien appris. Ça... La question Je crois que j'ai ce compris. qu'il faut faire, les projets qu'on doit faire pour avancer et qu'on ne soit pas dépendant Qu'est-ce qu'il faut faire pour réveiller les Arabes? Voilà. Je crois qu'on a trois questions. Oui, on va aller avec ça. Alors, bien sûr que dans l'idéal, on peut imaginer que la réalité de la résistance passe par l'armée, mais moi je ne crois pas ça. Je ne crois pas aujourd'hui que c'est une question d'armée, parce que même les techniques de guerre ont complètement changé. Même les techniques de guerre ont complètement changé. Aujourd'hui, avoir une armée, on est en train d'assister là maintenant dans les 10 dernières années au passage comme première puissance militaire des États-Unis qui sont en train de perdre le premier rang, et la Chine, on nous annonce dans les 15 ans que la Chine sera la première puissance militaire, c'est-à-dire qu'elle a investi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le budget militaire des États-Unis est supérieur, je crois, aux 7 ou 8 premiers pays d'Ali, c'est-à-dire c'est des sommes énormes. Et là maintenant la Chine est en train de dépasser ceci. Est-ce que l'armée est la solution? Moi je crois que c'est un des éléments de l'équation. Parce que aujourd'hui, quand on regarde l'univers comme il va, ce que je disais tout à l'heure sur les processus de démocratisation, c'est quelque chose de beaucoup plus... C'est pas une question de sécurité. La sécurité, c'est le prétexte à préserver des intérêts. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'arme essentielle, elle est effectivement dans l'éducation. Elle est aussi dans le courage. Elle est dans le courage. Entendez bien, la première occurrence dans le Coran. La première occurrence dans le Coran qui fait référence au djihad. La tuti' al-kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. N'obéis pas à ceux qui nient Dieu et résiste-leur au moyen, en son moyen. Bihi ici est considéré par les savants, les mufassiroun, comme le Coran, et résiste-leur de la plus grande résistance. En fait, la première résistance, elle est intellectuelle. Mais avant qu'on dise une résistance intellectuelle, la tutir, ne leur obéit pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de sa résistance. Il faut avoir du courage. Or aujourd'hui, le monde arabe, et c'est vrai, moi je suis assez d'accord avec ça, c'est que très très souvent,
Vous savez, quelqu'un qui est tout le temps dans le non par rapport à l'Occident, c'est pas forcément quelqu'un de courageux. Il est dans la réaction. Le courage, c'est autonomiser son projet, c'est de le rendre sien. C'est pas tout le temps courir après ce que les autres font, d'être dans la compétition. Et attendre que la sécurité nous vienne de l'armée, ça on va pouvoir attendre longtemps. Mais déterminer, et on va aussi attendre longtemps si on détermine les vraies réalités d'un processus d'éducation. Alors, dans les sociétés majoritairement musulmanes aujourd'hui, ce qui va nous permettre d'avoir plus d'éducation, ce qui va nous permettre d'avoir plus d'autonomie, ce qui va nous permettre d'être plus courageux, eh bien, ça va être difficile, mais ici, aujourd'hui, en Occident, c'est quelque chose, et dans beaucoup, je veux dire, moi aujourd'hui par exemple, j'étais à la Réunion à l'île Maurice il y a 2 semaines, j'ai rencontré des médecins qui viennent de Chine, c'est-à-dire des musulmans, mauriciens et réunionnais qui partent faire leur formation en Chine, et ils reviennent. Et donc ils sont très bien formés comme médecins, ils ont fait ça en Chine parce que maintenant c'est beaucoup plus accessible que de venir en Occident et la formation est aussi bonne. Eh bien, je veux dire, à partir d'un certain moment, ils sont dans un contexte qui leur permet d'élaborer cette éducation. Nous sommes dans ce contexte-là. Et si nous attendons du centre du Moyen-Orient que ceci se libère, on va attendre longtemps. C'est aussi à nous de nous dire, moi je ne sais pas, je dirais, est-ce que vous éduquez, est-ce qu'on s'éduque, nous, à être un tout petit peu autonome intellectuellement, courageux intellectuellement, courageux. Cette femme qui vous dit, lui, il faut le tuer. Mais en fait, pourquoi est-ce que tout ce que je vous dis là est considéré par des forces politiques comme extrêmement dangereux? Et je sais que pour eux, c'est plus dangereux que n'importe quelle personne qui serait potentiellement à même de mettre une bombe. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce à quoi on appelle, c'est à la liberté intellectuelle et à l'affirmation spirituelle. Je suis musulman, je l'affirme sereinement et je pense de façon autonome et je m'engage courageusement. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est ça aujourd'hui. On veut aujourd'hui produire ce type de présence dans les sociétés. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Alors après il faut se poser la question. On est dans des situations d'embourgeoisement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entre nous, ils se sont installés en Suisse, ils ont trouvé leur salaire, ils ont trouvé leur métier, ils veulent des enfants qui réussissent l'école. Et puis surtout, on est aujourd'hui, vous avez même des gens qui vous disent on est des musulmans faibles, donc il faut faire profil bas, disparaissez, devenez invisible. Mais moi, je n'ai pas forcément envie de devenir visible pour être visible. Non, être visible dans la distinction intellectuelle, dans la distinction éthique, dans l'apport qu'on a dans la société. Et ça, c'est pas une armée. Ou alors c'est une armée intellectuelle. Ou alors c'est une résistance de ce type-là, mais vous savez, la meilleure résistance, c'est la confiance. Et c'est exactement ce qui est dit dans le Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète lui-même. Walaoula an tabbatna, si nous ne t'avons pas affermi, ça c'est une affirmation qui vient pas du tout, tu aurais dévié vers eux. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne dévies pas? C'est-à-dire une dimension de confiance, d'affirmation. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'éduque aussi. Mais ça vient de quoi l'affirmation? C'est pas de dire la ilaha illallah, je suis confiant. Quelqu'un qui n'arrête pas de vous dire je suis confiant, on sent bien qu'il n'a pas confiance. La confiance, elle ne se répète pas. La confiance, elle se vit. Une confiance, une sérénité. Ça vient de quoi? Comment est-ce que vous avez ceci? Quand vous êtes équipé intellectuellement aux attaques qui peuvent venir, quand vous êtes équipé à savoir ce que les gens ont envie que vous soyez et que vous ne soyez pas. Ça, c'est ça qu'on a envie de faire. Et ce complexe, aujourd'hui, on l'a dans le monde arabe, beaucoup, même dans les communautés musulmanes qui vivent en Occident. Il faut vraiment que ça, on aille à la racine de ça. Et je ne suis pas sûr que ce soit là. Mais quand est-ce que j'ai commencé? Je vais te dire 2 choses. C'est une bonne question. Comment tu t'appelles? Yassine. Je vais te dire une chose. Le frère a dit qu'il a connu mon père, rahimahullah. Et ma mère, hafidhahullah, elle vient d'avoir, et priez pour elle, elle vient d'avoir le 21 avril dernier 80 ans. Et j'ai pas beaucoup de mérite. J'ai pas beaucoup de mérite parce que je suis venu d'une famille où j'ai eu des parents
Moi, je suis le dernier, hein, je suis le plus petit. Les plus grands ont fait les erreurs et moi, je suis passé entre les gouttes. Je suis le cadet. Et j'ai eu des parents qui sont venus d'Égypte et qui se sont installés. Ça a été extrêmement difficile. Ils ne parlaient pas la langue. En Égypte, on parle l'arabe et l'anglais. On arrive à Genève où ça parle français. Ce n'était pas leur langue. C'était difficile. Et il y a 3 choses qui ont été importantes. La première des choses, c'est un rapport à la religion permanent. Dans tout ce qu'on rentrait à la maison, on parlait, c'était partout. Mais en même temps, beaucoup de liberté. Ils ne m'ont jamais imposé. Et donc, ils m'ont laissé la liberté de choisir. La deuxième des choses qui était importante, c'est qu'il y avait beaucoup de débats. Moi, j'étais le plus petit, mais je me souviens, en étant tout petit, jeune, de voir mon grand frère débattre avec mon père, et mon père, il lâchait pas. Et mon frère non. Personne lâchait, ça discutait. C'était une... Et puis, même avec ma mère, c'était la même chose. Troisième des choses, c'était beaucoup ça. Donc, j'ai pas eu de mérite parce que je voyais ça, je voyais beaucoup de discussions. Ce dont je vous parle là maintenant, c'est ça. Et puis, la troisième des choses, c'est la confiance. J'ai aujourd'hui, mes enfants me rappellent souvent ceci parce que je dis un des moments qui a été particulièrement important dans mon éducation, c'est à un moment donné, quand j'étais jeune, je suis allé vers mon père et je lui ai dit, déjà rien que le fait que j'aille lui demander ça, c'était déjà, il fallait avoir un peu de courage. Je dis, est-ce que je peux avoir 10 francs? Déjà, pour moi, c'était pas facile. Et mon père, il me regarde, il me sourit et il me donne les 10 francs. Il me dit, tiens, mais n'en fais pas quelque chose qui déplaît à Dieu. Donc il m'a donné les 10 francs dans la confiance. Il ne m'a pas dit qu'est-ce que tu vas en faire. Il ne m'a même pas posé la question de ce que j'allais en faire. Il me dit, maintenant tu es seul avec Dieu. Faisant quelque chose qui ne déplaît pas à Dieu. Et je n'oublierai jamais ceci, c'est-à-dire une confiance et une responsabilité. Je te fais confiance et sois responsable. Et maintenant j'ai mes enfants. Quand moi je pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, mais oh, 10 francs. C'est un code entre nous. Et ils ont raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire confiance. Donc ça, c'est venu très très tôt dans l'éducation que j'ai eue. Et très très vite, quand j'ai commencé à m'engager dans la solidarité, alhamdoulilah, j'ai eu une maman et un papa, Allah, qui m'ont poussé à ça, et j'ai tout de suite voulu faire enseignant. Moi j'ai commencé à enseigner, j'avais 17 ans. Puis ensuite, très très vite, 18 ans, je suis entré dans l'enseignement, et j'ai continué. Ensuite, je suis allé faire mes études, parce que moi j'ai d'abord fait une thèse ici. Ensuite, je suis allé faire Après, je suis allé en Égypte pour faire mes ijazat, c'est-à-dire les permissions d'enseignement, comme les font les chouyours, les savants de la façon traditionnelle dans cette discipline. Donc, je me suis engagé à ça. Et après, quand je suis revenu, j'ai continué ce travail-là. Mais ça, tout ça, tient beaucoup à la famille que j'ai eue. C'est-à-dire à l'espace qu'on m'a donné. Et puis ensuite, à un moment donné, il faut prendre des décisions pour soi, s'engager, ça demande beaucoup ça demande du travail. Donc, pour savoir quand est-ce qu'il faut commencer, tout de suite, merci. Inch'Allah. Donc, sur les Arabes qui dorment. Moi, je vous l'ai dit au début, hein, je ne parle pas de printemps arabe, moi je parle du réveil. Et donc c'est un peu le contraire de ce que vous dites quand même. Le réveil par rapport à ce que vous dites, le sommeil est encore une fois, je suis prudemment optimiste, mais il y a une chose qui est vraie. Quand vous allez rencontrer des femmes et des hommes, je veux dire, quand j'étais en Tunisie, il y a énormément de débats qui sont très problématiques parce que c'est des débats qui sont sur le pouvoir, sur la prise de pouvoir. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire un vrai déclic. C'est possible, il faut s'engager. Alors après, l'espoir est monté tellement vite que la déception était importante aussi. Mais c'est pas ça qu'on attendait. C'est là où il faut que... c'est pas un réveil, à mon sens, qu'il faut. C'est de la lucidité. Je pense que être réveillé avec l'émotion doit être substitué par être réveillé avec la lucidité.
lui, il parlait d'Ihya Ulum Din, c'est-à-dire faire revivre les sciences islamiques. Là, on devrait parler d'Ihya Damir al-Muslimin, c'est-à-dire le réveil de la conscience musulmane. Ça paraît aussi important. Je suis assez d'accord avec vous. Là, je ne peux pas aller jusqu'à là-bas. Je vous prierai de faire passer les questions, M. Ramadan. Ah, vous prenez la parole sans micro. Je pense que je peux porter la voix très haut. Je crois que ça passe à vous enregistrer, c'est ça? Oui, bonjour, M. Ramadan. En Suisse d'origine sénégalaise, un pays où vous avez beaucoup de sympathisants. Je voulais juste poser une question. On a appris il y a quelques jours en fait que l'armée israélienne a bombardé certaines positions syriennes. Si l'information est avérée, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous suggère. D'après vous, est-ce que c'est une situation de fragilité de la société israélienne, de la position syrienne, de la Syrie, essaie de déstabiliser encore la région? Merci. Faites passer s'il vous plaît le micro là-bas. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أولا أشكرك على المحاضرة القيمة. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. Vous voyez le Tunisien il me suit jusque là. Donc ma question. Attendez, ça veut dire quoi ça? Expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire les Tunisiens vous suivent jusque là. Vous comprenez ça? Non, je plaisantais. بارك الله فيك. تحدثت عن معادلات كثيرة جدا وأطردت تحليل المعادلات وخاصة عن دور أمريكي أوروبي، ثم في مرة من المرات ذكرت قطر وتركيا، ولم تعرج مرة ثانية عن الدور القطري التركي في المنطقة. ما أريد أن أفهمه عندما تتحدث عن الدور الأمريكي الأوروبي، هنالك مصالح والمصالح هذه نفهمها، ولكن عندما تتحدث عن الدور القطري التركي يعني لا نفهم كيف يكون يعني هنالك مصلحة استراتيجية لتركيا في المنطقة، وأكيد هذه المصلحة الاستراتيجية تتعارض مع مصالح الأوروبية الأمريكية. كيف أفهم أنه هنالك مجموعة، هنالك بوتقة هي التي تعمل الآن في منطقة الربيع العربي؟ هذا أولا. ثانيا تحدثت عن إفريقيا، ثم لم تتحدث عما يحدث في مالي. يعني شيء عجيب أنه الآن في جيوش تجيش في مالي، في حرب حقيقية في مالي، ثم أنك لم تعرج عليها أصلا. لم أفهم هذا. ثم تحدثت عن تحليل، حللت الوضع عموما، لكن تحدثت باقتضاب شديد عن الحلول. قلت أن الحلول تكمن أولا في الرشوة ثم التربية الإديوكاسيون فقط. يعني كيف نبدأ؟ كيف نبدأ ثم كيف يرى طارق رمضان المحلل السياسي والمتضلع في الشؤون السياسية، كيف يرى الوضع في الربيع العربي؟ ثم أنه هنالك أيضا مدارس هي التي تحكم اليوم في هذه المناطق. عندما نقول الإخوان المسلمين أو نقول النهضة في تونس، يعني نعرف أن هنالك حركات سياسية عندها عمق سياسي. يعني أنا رأيت أنه كأن الدور هنا دور سلبي جدا، يعني كأن هنالك فاعل ومفعول به. يعني كيف يكون هكذا؟ كيف يستقيم؟ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. معذرة على الإطالة. Et puis, la diversité au niveau de la langue, il y a dans la salle des non-arabophones. Je vais traduire, je traduirai partiellement. Monsieur le professeur, je me permets de contrarier deux affirmations que vous avez faites tout à l'heure, tout en vous félicitant pour la clarté et la diversité de votre exposé. Le premier, quand vous dites que la situation est complexe,
il nous paraît très difficile d'imaginer que la situation est complexe, comme vous avez parlé de la situation géopolitique, elle ne nous paraît pas complexe après avoir exposé les éléments en jeu actuellement. Et il est clair, et tout le monde le sait, que devant le cynisme, la frénésie et la virulence de certaines puissances, sachant très bien que leur intérêt, ce ne sera pas tout. Et il est obsessionnel actuellement sur le problème de l'énergie. Donc, quand vous dites que c'est complexe, à mon avis, après votre exposé, il me semble que la situation n'est pas complexe du tout. Le deuxième point sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous, quand vous parlez que vous refusez l'identité de dire, enfin le qualificatif de dire le printemps. Moi, je dirais si, il s'agit bien d'un printemps, mais d'un printemps obscur. Ou plutôt clair-obscur. Et ça, c'est pas complexe, ça. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que les choses sont claires, à mon avis. Mais bien sûr, les choses sont tellement claires que la défaillance, et vous l'avez dit dernièrement dans un entretien à la radio, comme quoi vous dites l'histoire elle est faite par les vainqueurs. Lorsque vous avez évoqué le problème des Hakis et des Algériens, vous avez fait une semaine, je vous ai entendu à la radio, vous avez dit l'histoire elle est faite par les vainqueurs. Mais bien sûr, personne. Mais, si, vous l'avez dit, vous l'avez dit. J'ai dit ça? Absolument. Je le confirme, c'était dans une intervention à la radio Sous-Romand il n'y a pas longtemps. Et vous dites que rien n'a empêché les Français d'évoquer le problème des Hakis. Mais revenons à notre sujet ici actuellement, il est vrai que ce printemps arabe qui est obscur, à mon avis, vous l'avez bien décrit, il s'agit du fondement même de la création d'une société, c'est qu'ils ont totalement ignoré d'écrire l'histoire comme ils l'ont fait depuis 2 ans, et d'autre part, ils ont l'élément essentiel, c'est la formation des jeunes, et on sait que l'Occident investit des capitaux énormes pour la formation, ce qui est une défaillance dans le pays. Et le troisième élément de lequel je conteste aussi, c'est que lorsque vous dites que vous êtes un optimiste prudent, quelle est la marge de sécurité entre un optimiste prudent et un pessimiste? Est-ce que finalement vous n'êtes pas un pessimiste? Nous avons 3 questions. Je vous rappelle, je sais que c'est l'intérêt, mais essayez d'être un peu bref pour qu'on puisse donner la parole à tout le monde. On répond aux 3 questions. Bon, on va essayer de répondre aux 3 questions. Sur la question d'Israël et de son intervention, vous savez, dans le texte sur le réveil arabe, l'islam et le réveil arabe, puis ensuite, parce que chaque 2 semaines, j'écris un article sur mon site, si vous suivez ça, vous pouvez les avoir, pas toujours d'ailleurs lié à la question politique, hein. C'est aussi lié à d'autres questions spirituelles ou autres, mais j'ai beaucoup suivi ce qui se passe ce qui se passe dans la région, essayer de le suivre du plus près possible. Et dans le texte, je mettais en évidence en fait ce qui nous était présenté, parce que certains disaient, en fait, les Américains, comme les Européens, comme Israël, veulent la chute de Bachar el-Assad, parce qu'en fait, il est contre la politique israélienne. Et en fait, moi, je conteste cette analyse parce que je suis assez d'accord avec ce que disait Noam Chomsky. Noam Chomsky, dans un des articles qu'il avait écrit, il met en évidence, il dit, en fait, Bachar el-Assad a eu des propos contre Israël très durs, mais uniquement de façon verbale. Quand des centrales nucléaires ont été attaquées, il n'a jamais réagi. Il n'est jamais intervenu de façon politique, militaire, et plus que verbalement. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été l'ennemi utile. Celui qui, par sa présence, met en danger Israël, et Israël, vous le savez, toute sa politique, c'est de dire qu'elle est en danger. Elle est en danger de toutes ces sociétés autour, donc il y avait un jeu de ce point de vue-là. Et là, dans la situation nouvelle qui est la nôtre, il est évident maintenant qu'on va, après 8 mois, maintenant ça fait plus d'1 année, après, il y a la volonté de changer, et que Israël, d'un point de vue ciblé, du point de vue ponctuel, eh bien, intervient pour encore plus déstabiliser le pouvoir et déstabiliser la situation. C'est-à-dire, ces interventions-là sont des manœuvres de déstabilisation, et plus il y a la déstabilisation, plus c'est extrêmement difficile. Par exemple, Netanyahou, je ne sais pas si vous l'avez entendu, la semaine dernière a demandé à tous ses ministres de ne pas intervenir
sur la question syrienne pour ne pas donner l'impression qu'Israël était contre Bachar el-Assad. Et tout ça, c'est du jeu. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il dit publiquement qu'il leur a dit de ne rien dire? Ben, si tu l'as dit de façon secrète, ben, tais-toi. Pourquoi faut-il qu'on sache qu'il a été décidé par le gouvernement qu'il ne devait rien dire? Il y a bien une disposition, c'est un jeu politique. Donc, pour essayer de déstabiliser de ce point de vue-là. Sur la question al-Mu'adalat et ce que j'ai essayé sur le plan ça, c'est des bonnes questions. Alors, je reprends les questions une à une en langue française, puisque c'est la langue de notre discussion. La première des questions sur la Turquie et le Qatar, quels sont leurs rôles et pourquoi? C'est complexe, pour reprendre mon terme, parce que ce que je disais tout à l'heure, la Turquie, elle a un rôle tout à fait particulier. Vous savez d'ailleurs que même la Turquie, comme les Américains d'ailleurs, pendant les 9 premiers mois, voulaient protéger Bachar el-Assad d'une potentielle chute. C'est ensuite qu'ils ont changé. Et la Turquie, d'un point de vue régional, il y avait le brillant ministre des Affaires étrangères, Ahmet Davutoglu, qui lui avait une philosophie du pas de conflit à la périphérie, pas de conflit sur... et donc c'était extrêmement habile comme politique, et tout à coup, là maintenant, les choses se sont très vite dégradées, et en particulier en Syrie. Ajouter à cela le problème kurde de l'Irak et de la Syrie. Et les Turcs, c'est des manœuvres de protection, c'est devenu une puissance régionale majeure, et ils ont développé une attitude sur le plan économique et politique tout à fait singulière. Les 40 ambassades qu'ils ont ouvertes en Afrique, le nouvel axe turco-asiatique, chinois, indien, malaisien, c'est d'ailleurs un des éléments. Il se peut qu'Anwar Ibrahim ne gagne pas en Malaisie, parce que justement, s'il parvenait comme Premier ministre, s'il était élu, ce serait le développement d'un axe turco-malaisien très important dans la région. Donc il est tout à fait possible qu'il échoue et que de ce point de vue-là, il y ait un problème. Donc on est, en termes de géostratégie, dans une situation tout à fait particulière avec une puissance régionale. Aujourd'hui, la Turquie est l'un des pays dont la croissance est la plus impressionnante, qui développe une nouvelle positionnement politique, qui joue sur les alliances, qui n'a jamais arrêté, il faut le savoir, même malgré tout ce qu'on a dit, n'a jamais, si ce n'est officiellement pour un temps, cessé ses relations avec Israël. Donc, c'est un pays qui a des grands éléments de réussite, mais des vraies questions sur à quoi joue aujourd'hui et comment positionner la politique israélienne. Là-dessus, vous ajoutez le Qatar, je vous l'ai dit, depuis c'est une grande base américaine, et il y a à des moments donnés des positionnements politiques apparemment contradictoires. Et complexe aussi parce qu'il y a clairement une disposition ou un alignement sur la politique américaine. On l'a vu en Libye, on le voit en Syrie, on le voit aussi même sur les questions régionales, et puis la protection du Qatar comme étant une puissance pétrolière, une puissance gazière, etc. Donc c'est là où il faut, de ce point de vue-là, faire attention. En plus de cela, parce que beaucoup des gens me posent la question comment ça se fait que tu sois au Qatar avec un centre, et c'est une vraie question que je me suis posée pendant longtemps, à partir d'un certain moment, dans un travail qui, pour moi, la réalisation d'un projet sur l'éthique musulmane, sur le faire avec des savants, une opportunité d'institutionnaliser une pensée, d'exiger, pour ma part, l'indépendance financière, l'indépendance politique et intellectuelle, ce qui fait que je parle comme je veux et je le fais, en l'occurrence, et je continue à le faire, mais en même temps, de l'intérieur, d'avoir une attitude très très claire sur la critique de l'État. Je l'ai eu avec Al Jazeera. Moi, pendant 10 ans, j'ai refusé d'intervenir sur Al Jazeera. Je n'intervenais pas parce que je pense que c'est un canal qui est c'est une chaîne de télévision qui est une chaîne de propagande. C'est pas une chaîne d'exposition des opinions arabes. Tout ça, c'était du cirque. Moi, je n'ai jamais cru et je ne le crois pas. Je crois qu'il y a une vision extrêmement claire. Et maintenant, les gens commencent à le voir. Je me rappelle d'une discussion avec Alain Grèche où je disais, moi, ça, il faut faire très attention. Il disait, mais non, c'est... Oui, on verra. Là, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut qu'on se rende compte d'un certain nombre d'éléments.
d'alignement par rapport aux États-Unis, en même temps d'un point de vue des divisions internes entre un courant salafi interne qui est présent et une pensée alignée sur les Américains occidentalisés, et puis des compétitions internes avec, pas tellement comme on le dit avec l'Arabie Saoudite, mais avec tout l'axe qui est plutôt chiite et libanais, même avec la Turquie et l'Iran. Donc on est aujourd'hui dans un jeu qui est tout à fait malsain et complexe aussi, où les intérêts ne sont pas clairs. Mais aujourd'hui, le Qatar, à mon sens, ne joue pas la libération des peuples. Il joue la redisposition géostratégique. Ce qui fait que tous les peuples qui se sont soi-disant libérés politiquement sont tous re-rentrés dans le giron économique des États-Unis et de l'Europe. Tous. La Libye, la Tunisie, l'Égypte, le Yémen, la Syrie, elle n'en sortira pas. La Libye, c'est une évidence. L'Irak, c'est une évidence. Tous sont rentrés. Tous ceux qui potentiellement pouvaient avoir une présence chinoise, je ne sais pas si vous allez en Afrique aujourd'hui, vous voyez la Chine, elle est partout. Partout. Mais vraiment partout. C'est-à-dire qu'il y a une emprise incroyable. À l'île Maurice, c'est une présence. Et puis c'est pas une présence, c'est une présence massive au sens de redisposition de forces économiques. Et donc, pour moi, c'est un des éléments de l'analyse. La question africaine, très bonne question, sur la question du Mali, par exemple. Alors, j'ai pu prendre des positions, on m'a beaucoup critiqué en France, quand tout le monde célébrait l'intervention française, parce que très vite, j'avais écrit... Parce que, vous savez, on a le colloque international des musulmans dans l'espace francophone, qu'on tient depuis 2000, chaque 2 ans. Et on l'avait en Côte d'Ivoire, puis ensuite on est allé au Bénin, au Mali, au Burkina Faso, au Togo. Et là, la prochaine fois, Inch'Allah, à la fin du mois d'août, ce sera au Sénégal. Et quand on l'a eu il y a 3 ans au Mali, parce qu'on n'a pas pu le faire l'année dernière à cause des troubles politiques au Sénégal, ça devait être l'année dernière au Sénégal qu'il y a eu ces troubles politiques, donc on l'aura cette année, Inch'Allah. Il y a 3 ans, j'avais eu une rencontre. Celui qui était à notre colloque était le président de la République malienne. Il était là. Et j'ai rencontré aussi le Premier ministre. J'ai eu une discussion avec lui.